Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Alors aujourd'hui, c'est un invité très spécial, c'est une légende de la vente, une légende de LinkedIn. C'est Jean-Pascal Mollet. Bonjour Jean-Pascal. Ah, tu commences fort, une légende. Ah ouais, c'est direct. C'est un peu fort, je pense. Hein. Mais non, en tous les cas, ravi de pouvoir passer ce temps avec toi et d'échanger sur l'entrepreneuriat. Eh ben oui, on va échanger sur ce sujet-là, l'entrepreneuriat qui nous tient à cœur tous les deux, et puis qui est étroitement lié à quelque chose que tu maîtrises parfaitement, qui est la vente et la négociation. Hein. On dit souvent que l'entrepreneur c'est le premier vendeur de sa boîte, en tout cas au début. Donc là, on va passer un moment ensemble assez intense sur ces sujets-là que tu maîtrises sur le bout des doigts. Toi, Jean-Pascal, tu as tout un parcours dans l'univers de la vente. Hein. Tu as fait notamment une école de la vente et de la négociation, l'IPRA. Donc tu nous raconteras ce parcours-là. Et puis ensuite, tu n'as plus jamais quitté cet univers de la vente. Tu as enchaîné notamment par un passage par L'Oréal, où tu as d'ailleurs fait la formation interne de L'Oréal aussi, qui est l'équivalent peut-être de la vente, de la formation qu'on peut trouver sur du Xerox ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est un peu la formation top niveau, un interne des commerciaux. Et puis tu vas enchaîner, tu nous raconteras à quel moment tu as basculé du monde du salariat, si tu as été salarié, et puis vers ta propre structure de vente. Et puis maintenant, tu es même à un stade où tu fais des conférences, tu interviens sur des conférences, conférencier. Donc voilà un petit peu ton parcours que je peux visualiser sur ton profil LinkedIn, qui, je le rappelle, est un profil qui a énormément d'intérêt pour tous ceux qui suivent, qui s'intéressent au sujet de la vente, puisque tu as énormément d'abonnés qui te suivent, et à juste titre, puisque je crois que tu communiques très régulièrement, si ce n'est tous les jours, sur LinkedIn. Donc merci Jean-Pascal. Est-ce que toi tu aurais envie de te présenter d'une autre manière peut-être, ou en tout cas nous compléter ce que je viens de raconter? Attends, il y a du soleil, il pleut pareil Il y là. a du soleil, oui c'est ça, c'était dans la lumière. Non, mais écoute, assez rapidement, et moi j'aime bien les analogies parce qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Moi, Exactement. je me présente en général comme un magicien parce que mon job, c'est de faire apparaître les clients et disparaître les objections. Donc voilà, je fais ça depuis un peu moins d'une vingtaine d'années, mais oui, ça fait Yes. 18 ans que je fais ça dans les entreprises. Donc ça me plaît bien comme définition. En plus, je suis passionné de magie et de close-up, donc ça me colle. Ah ouais, d'accord, yes. Ça c'est bien, tu pratiques la magie, tu en fais? Pas J'ai autant que tu voudrais? non, en fait, j'ai pratiqué, j'ai pris des cours, mais j'ai un peu lâché, et c'est comme tout, si on s'entraîne pas, et on Eh oui. perd très vite. Voilà, Yes. Bon, en tout cas, tu l'as appliqué à l'univers de la vente. c'est ça. Ça, là, par contre, ça, oui. Là, tu ponces le sujet tous les jours, là. D'accord. Toi, aujourd'hui, t'es stationné sur la région Île-de-France, et tu répartis ton temps entre conférences, interventions en mission. Raconte-nous un petit peu le parcours que tu as actuellement. Bah oui, moi, mon quotidien, c'est d'intervenir dans les entreprises, donc je fais quand même une D'accord. majorité d'interventions en présentiel. Je fais un peu de distanciel, mais plutôt sur du D'accord. coaching individuel. Après, bon, quelques formations à distance, mais l'essentiel, c'est quand même en salle. D'autant plus que les entreprises, maintenant, elles me demandent ça. Elles ont essayé le e-learning. Voilà, D'accord. Ah, c'est intéressant, ouais, comme surtout sujet. sur je parle de la population commerciale, donc les boîtes maintenant elles veulent qu'on puisse échanger, qu'on soit dans une salle, qu'on discute, qu'on avance ensemble. Et puis effectivement, mon autre activité, c'est de faire des conférences sur la méthode DISC, donc là sur la méthode, enfin sur la stratégie des D'accord. clients. Et voilà, c'est le gros de mon activité aujourd'hui.
Ouais. Et toi, tu dirais que justement, on te demande beaucoup de formation et de présentiel. Tu fais ce qu'on appelle des interventions avec entre guillemets jeu de rôle. Tu mets les commerciaux en situation. C'est ce genre d'intervention que tu fais? Parce que j'ai du mal à me projeter sur justement comment bien former un vendeur en face à face ou en physique. Tu vois, je sais pas si tu peux nous raconter ça. C'est intéressant. Je t'inviterai dans une de mes formations si tu veux venir. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Non, Ouais. mais, oui, enfin l'idée c'est qu'on soit sur quelque chose euh, de, je vais éternuer, pardon. À tes souhaits, c'est le bonheur qui arrive. Non, il a pas eu envie, peut-être qu'il va revenir plus tard. Non, non, mais oui, alors on est sur quelque chose qui est très participatif, très applicatif, très ludique. Enfin voilà, parce que les commerciaux adorent ça. Après, sur les mises en situation métier, je réserve ça justement pour du distanciel parce que avant on faisait ça en salle, mais tu faisais un sketch de vente et puis bah, tu avais 7 ou 8 Ouais, qui observaient qui étaient un peu de manière passive. Donc c'est moi, ça. Mmh. souvent, c'est on fait des mini mises en situation sur la découverte, sur les arguments. Mais D'accord. globalement, quand je fais des mises en situation, je les fais plutôt à distance, en one-to-one, avec des briefs, avec enregistrement, etc. Donc, et là, on peut vraiment rentrer plus en détail sur la problématique de chacun. Ouais, je comprends. Toi, tu as aussi une phase, j'imagine, où tu analyses la situation, tu fais une sorte d'audit de ce qui se passe en ce moment, et cetera. Parce que si tu interviens, c'est pour améliorer les choses, pour, comme tu dis, faire de la magie, faire venir, faire venir les clients encore plus, que c'était le cas. Donc, j'imagine que ça passe par, des fois un travail en étroite collaboration avec l'équipe, avec, les différents postes, de vente et de commerciaux pour analyser un tant soit peu, bah, ce qui est en train de se passer dans l'entreprise et puis sur les marchés peut-être aussi, j'imagine que c'est ça? Ouais, c'est ça, hein, quand je peux et qu'on en a le temps, souvent je propose 1 ou 2 journées d'audit, ce qui consiste à accompagner 1, 2 ou 3 commerciaux, d'échanger avec eux, de Ouais. pouvoir aussi avoir des entretiens individuels sur c'est quoi leurs attentes, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, c'est quoi leurs outils pour pouvoir après effectivement pouvoir utiliser ça dans la formation et bien connaître leur contexte. Et puis qu'ils se disent, bah oui, le gars il nous parle d'un truc, mais il a vu ce qui se passait, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Ah oui. Alors ce que je te propose Jean-Pascal, c'est que là maintenant tu es, bah, comme je l'ai dit au début, tu es une légende. Ça y est, tu as atteint des niveaux extrêmes de performance. Mais j'aimerais bien qu'on parle justement de bah, avant, quand tu étais plus jeune entrepreneur, parce que ce qui intéresse, c'est aussi le parcours, le cheminement. Est-ce que tu peux nous évoquer peut-être au démarrage, quand tu as été diplômé, que tu es parti sur le marché du travail, qu'est-ce que tu as fait? Là, tu es passé par une phase de salariat d'abord. C'est là où tu as fait tes classes de vendeur peut-être. Raconte-nous un peu cette partie-là avant qu'on arrive sur l'entrepreneur que tu es devenu maintenant. En fait, je crois que je suis entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Mais pourquoi l'âge de 8 ans? Parce que, en fait, pour moi, le vendeur est un entrepreneur. Eh oui. C'est-à-dire que le vendeur, en général, le commercial, il a un secteur à lui, il faut qu'il gère son chiffre d'affaires, il faut qu'il gère ses clients, etc. Et en fait, bah, un vendeur est un entrepreneur. Et moi, à l'âge de 8 ans, j'avais fait une petite boutique chez moi où je prenais les objets de la maison et puis je les revendais à mes parents. Alors mes parents, c'est très c'est pas sympas, mal hein, ça. donc ils me rachetaient leurs objets, hein, donc voilà, on a des clients sympas. Mais voilà, donc j'ai commencé comme ça. Après, quand j'avais 11 12 ans, moi je suis originaire de Lille, donc j'allais faire la braderie, donc c'était 1 fois par an, mais je faisais mon stand, voilà, j'essayais Ouais. d'organiser au mieux, je récupérais tout ce qu'il y avait à la maison qui servait plus à rien. Bon, donc Ouais, ça s'invente pas quand même, hein. C'est-à-dire que on voit que t'as quand même la bosse de la vente. T'aimes bien ça, la négo et tout ça. Ça commence très jeune, quoi. Ouais, d'accord. après, dès que j'ai pu commencer à travailler vers 18 ans, parce que j'ai commencé à 16 ans à faire les centres RM, à 18 ans, j'ai commencé chez Darty, j'étais vendeur extra, alors j'y suis rentré après. Euh, j'ai vendu des D'accord. cuirs, j'ai vendu des abonnements pour l'OFUP dans les... Ah oui, l'OFUP. le- Ouais, moi j'ai fait ça aussi. ouais, bah, Ouais, la presse magazine. Oui, tout à fait. dans les lycées, les universités pour vendre des abonnements. Donc, et voilà. Et pour moi, le métier de vendeur et le métier d'entrepreneur, bah, ils sont assez proches. C'est-à-dire que le vendeur doit être un entrepreneur et l'entrepreneur doit être un vendeur. Yes, ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Et toi, tu vas quand tu fais ton école de la vente et de la négociation, derrière, tu trouves un travail tout de suite, assez facilement. Tu vas rentrer chez qui? Tu peux Ah nous oui, dire? en fait, c'est ça, c'est que comme j'ai été pendant mes études, j'étais vendeur extra chez Darty. Bah, après, Ah oui, assez d'accord. Mmh. naturellement, je suis rentré chez Darty. Ah Euh, bah, voilà, donc, voilà.
qui est aussi une très bonne école de vente, donc où j'étais vendeur et puis après j'ai évolué sur un poste de chef des ventes. Donc chef des ventes chez Darty, t'es entre le vendeur et le directeur de magasin, tu gères D'accord, plutôt les problèmes avec les clients qu'autre chose. Mais d'accord, voilà. Et puis un jour une rencontre justement chez Darty à Lille. Je rencontre un directeur régional de chez L'Oréal et puis on sympathise. Voilà, la relation se passe bien. Puis il me dit bah tiens, voilà, je cherche un commercial sur la région Nord. Et puis je me rendais compte que la vie en magasin, c'était un petit peu trop fermé pour moi. C'est-à-dire que être tous d'accord. les jours dans Mmh. un magasin, des horaires fixes, et que c'était pas mon truc et que j'avais plus envie d'être sur la route. Et donc voilà, j'ai passé les entretiens et j'ai donc été pris dans cette belle entreprise qui est L'Oréal. D'accord. OK. Voilà, par une rencontre, comme tu verras si je vais te raconter tout ce qui s'est passé, mais dans ma vie, et Ouais. c'est souvent des rencontres en fait Les rencontres, ouais, très important. qui Mmh. créent des choses. Hein. Donc L'Oréal, j'y suis resté à peu près voilà 3 ans et demi, 4 ans, où j'ai eu un secteur sur le nord de la France, et après c'était ce qu'on appelle compte clé. Hein, donc je vendais à la grande D'accord, ouais. distribution, mais en centrale pour Cora et Auchan. Donc j'allais vendre à D'accord, Cora et ouais. Auchan. Donc là, pour qu'on se projette, tu as ta gamme et ton catalogue de produits L'Oréal que tu dois mettre entre guillemets en rayon, que tu dois vendre à la grande distribution, c'est ça? C'est ça. Alors qu'au début j'ai mon Ouais. secteur avec plein d'enseignes et plein de magasins, et puis après Yes. j'évolue sur un poste où je suis beaucoup plus en négociation centrale, en suivi de compte, etc. Ouais. Chez Cora et Auchan, donc ça a été une très bonne école, hein, parce que l'école de la grande Ouais. distribution, C'est ce que j'allais te dire. C'est les fameuses négociations dont on entend parler avec la grande distribution, avec les marges arrière et tout le tralala. C'est très compliqué tout ça. Enfin, avec une grosse pression. Ouais. mais voilà, c'est formateur et ça me sert encore aujourd'hui, donc Yes. ça me permet de partager ça aussi dans mes formations. Ah ouais. Alors sachant que, raconte-nous de l'intérieur, quand tu es une marque comme L'Oréal, c'est tout aussi difficile que quand tu es une plus petite marque ou tu as quand même, des avantages, par rapport à la grande distrib d'imposer ta marque? Bah, je crois que le gros avantage, c'est que t'es sûr d'avoir un rendez-vous. C'est-à-dire que Ouais, voilà, d'accord, OK, par ouais. rapport à une petite marque. En Il peut revanche, quand ouais. ils savent que tu as L'Oréal, Henkel, Procter, Colgate, voilà, tous mes copains de l'époque, en face d'eux, qui sont des grosses multinationales, ils se disent, bah tiens, Ouais, il y a de l'argent à aller chercher. ouais, c'est ça. Ils sont certainement beaucoup plus exigeants qu'avec des petites boîtes. Ils savent qu'ils peuvent en demander. Ils savent qu'il y a des Ouais, moyens. c'est ça. Donc Ouais, voilà, il y a avantage, inconvénient. ouais, On sait que la grande distribution peut très bien se passer de Coca, de Danone, et ils le font régulièrement, et de grosses boîtes. Donc c'est pas parce que tu as une grosse entreprise que forcément t'as de l'avance sur ta négociation. ouais, Ils ouais, vont aller te chercher plus loin, et le business il se fait en plus sur les volumes, il se fait pas sur la présence ouais. du rayon, c'est aller chercher les OP et aller chercher toujours plus. Donc Ouais, je comprends, je comprends. Ouais. voilà. Mais bon, Ouais, donc ça c'est extrêmement formateur, toutes ces années-là que tu passes, sur le terrain et dans l'encadrement ensuite, ça va vraiment te donner des armes, et là d'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce que tu continues à faire des formations dans ces structures-là ou régulièrement ou ils te lâchent un peu? Parce que je me faisais la remarque, je sais pas ce que tu en penses, je me faisais la remarque qu'en ce moment, depuis quelques années, il y a tout ce phénomène de, tu sais, d'avant-vente, de vendeurs, qu'on forme pas trop, quoi. Tu vois, c'est les juniors, bam, on les balance. Allez, vas-y, fais-moi des calls, fais-moi de la vente, et puis démerde-y, quoi. Je me demande si à l'époque, tu vois, c'était pas plus encadré avec des formations d'encadrement voilà, plus efficaces, quoi, qu'aujourd'hui, avec cette croissance qu'on a où on veut chercher à aller, on veut monter des équipes commerciales en 2 temps, 3 mouvements, recruter 50 personnes et les balancer à la vente, quoi. après moi j'ai pas l'occasion de former dans ces structures. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu vois, moi j'ai fait l'école de vente interne L'Oréal, et il y avait des formateurs internes, il y avait des gens en interne, D'accord? Ouais, et les ouais, grosses structures comme Danone, comme Nestlé en général, ils ont leur école de vente interne avec c'est des ça. anciens de la boîte parce qu'il y a aussi une forte culture d'entreprise. Le mindset, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc, Ouais. moi, je sais que c'est ça qui m'a fait quitter l'entreprise, hein, c'est que c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mon chef peut m'appeler le dimanche après-midi. Waouh! Ouais, Donc, c'est bien, c'est formateur, mais voilà, très très forte culture d'entreprise. Donc, forcément, ils préfèrent prendre des gens en interne qui vont former les collaborateurs. Mais en revanche, oui, j'étais très très accompagné et très formé. Donc, ouais. aujourd'hui, mon quotidien, il est plutôt, on va dire, dans les PME, hein, même si j'ai quelques grands comptes. D'accord, ouais. Plutôt les Hein, hein, PME, mais hein. c'est 95% de du tissu, enfin, de Yes. l'entreprise en France, hein. Ouais. Quand tu fais tous ces passages-là d'évolution de carrière dans les métiers de la vente, tu es déjà sur
quelque chose qui est, on appelle ça le nerf de la guerre, mais le côté rémunération, le côté prime, le côté bonus, c'est déjà quelque chose que voilà, que tu commences à voir ou à comprendre que waouh, il peut y avoir des grosses disparités et puis que en fait c'est aussi la part du gain entre guillemets. J'imagine que là t'es jeune, t'en veux, donc tu vas aller chercher comme ça un petit peu le côté successful aussi au niveau de l'argent, des bonus que tu peux choper. Évidemment, quand j'étais chez Darty, j'avais mon petit papier à chaque vente, je notais dessus parce que en fait la Ouais, prime sur chaque produit était cachée dans un espèce de code qui s'appelait un d'accord. code codique, mais c'était le code interne. Tu avais plein de chiffres et puis tu savais qu'après tel chiffre, tu avais ce que Hmm, tu gagnais sur le produit, tu vois. wow. Donc oui, hein, c'est-à-dire à la fin de chaque vente, je notais sur mon petit papier. Donc oui, évidemment, chez L'Oréal aussi. Voilà, le but, c'était de faire les primes dans mes jobs d'après aussi. C'est vrai que ça fait partie, c'est un des moteurs des commerciaux. C'est un peu la carotte des Mais voilà, vendeurs, donc, ouais. Hmm. c'est vrai que c'est des choses qui me boostaient et qui me donnaient envie, ouais. Yes. Alors, je sais pas, moi, récemment, je suis passé chez Darty et j'ai été assez, allez, je vais dire quoi comme mot? Affligé, c'est peut-être le mot, affligé de la situation des vendeurs, de leur technique de vente. J'avais l'impression que j'étais toujours dans les années 80. C'est un truc, ça m'a fait halluciner. Très peu d'accueil. Tu débarques dans le magasin, personne s'occupe de toi. Et puis quand tu es intéressé, bah ouais, effectivement, tu as ce petit calepin, tu as le petit vendeur qui vient avec le petit calepin, etc. J'ai trouvé ça très très archaïque. Tu vois, tu m'en parles là. Toi, c'était dans les années, pareil, dans les années 89, 92. Ouais. Ça, c'était toi où tu étais chez Darty. Moi, franchement, j'ai eu l'impression que malgré toute cette digitalisation, toute cette manière d'évoluer dans la relation client, j'ai l'impression que en gros ils étaient dans la naphtaline et qu'ils n'ont pas bougé d'un centimètre. T'as récemment vu ça chez Darty toi ou pas? Parce que Oui, moi ça m'a choqué, tu vois, j'étais avec ouais. ma femme et elle m'a regardé, elle m'a dit mais putain mais c'est quoi ce délire de vendeur Darty dans le rayon qui est là en train de glander, d'attendre, qui va pas du tout au contact du client. C'était vraiment super bizarre quoi. On a eu une expérience pas très heureuse je dirais. Je suis d'accord avec toi, hein, même sans citer d'enseigne en particulier, mais globalement, le retail se plaint, hein, c'est-à-dire que la distribution se plaint. Mais moi, j'ai rarement des super expériences, mais quelle que soit l'enseigne où je vais, hein, que j'aille à Darty, la Oui Fnac, oui. magasin de jouets, enfin peu importe, peu importe. Oui oui. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus parce que, notamment avec la digitalisation, pardon, avec les sites Oui, internet, si tu veux te différencier, les gens qui se déplacent, c'est ils veulent justement, ils veulent des conseils, ils veulent une relation, ils veulent qu'on c'est les ça. conforte. Alors oui, souvent le client, il s'est renseigné avant, mais à un Oui. moment donné, s'il est là, bah oui, il faut aller vers lui, il faut être sympa, il faut s'occuper de lui, il faut trouver la bonne solution. Ouais, Euh, ouais, ouais. et ouais, ouais, je pense qu'il y a un gros boulot. Alors, est-ce que c'est un boulot de motivation? Est-ce que moi, je dis souvent, c'est le problème du directeur du magasin, c'est le problème de l'adjoint du magasin, hein. C'est que les gars sont pas accompagnés, ils sont pas motivés, ils sont pas Ouais. motivés, ils sont pas coachés. Donc, C'est un niveau équipe là. Là, c'est un niveau équipe ouais, locale, comme tu dis, le magasin lui-même. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ça a été vraiment choquant, quoi. C'est alors comme tu dis, on était informés, même hyper informés, etc. Mais justement, on a été au magasin pour justement avoir les informations complémentaires, avoir un vrai face à face, etc. Et là, on est tombé sur une espèce de je m'en foutisme, tu vois, qui nous a vraiment mais choqué. On était là en disant waouh, mais en fait, c'est comment ils espèrent, tu vois, faire des ventes ou, enfin, ils en avaient rien à cirer. C'était vraiment très très bizarre, quoi. après, C'est il y a le problème aussi de recrutement, de gens qui ont envie de faire ce métier. Est-ce que ce mmh, métier est mmh, suffisamment valorisé? ouais, Les bases de salaire, souvent, t'as un fixe qui est au SMIC. Après, t'as des primes, mmh. mais les mecs sont pas, je pense qu'ils sont pas motivés et que il y en a, ils font ce boulot-là, mais sans avoir envie de faire ce métier-là. C'est juste le côté alimentaire de j'ai un job. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Toi, tu nous as parlé, tu nous as évoqué que L'Oréal, à un moment donné, la pression, ou je sais pas si c'était la pression, mais en tout cas, l'état d'esprit t'a pas nécessairement convenu. Donc là, tu vas prendre la poudre d'escampette. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir dans quel genre de secteur? Ouais, alors j'ai toujours essayé de travailler dans des domaines qui m'intéressaient, en tous les cas dans des produits qui m'intéressaient. Donc c'est vrai que Darty, moi j'adorais la technique, la Ouais, technologie, ouais. comme un bon gars, quoi, tu vois. Après on me propose de rentrer chez L'Oréal, là même si je suis pas un passionné des shampoings, parce que tu vois que j'ai été cobaye aussi, hein, chez eux, donc J'allais te on dire, passe de ça, hein. Euh, on a utilisé les mêmes shampoings, les mêmes shampoings. Forcément quand tu as l'opportunité de rentrer dans une telle entreprise, tu dis oui. Et Bien donc sûr, après ouais, j'ai c'est cherché
dans un domaine qui m'intéressait, et notamment la hi-fi, les autoradios, et je suis rentré dans une entreprise qui s'appelait Kenwood, D'accord. à la grande époque des autoradios, hein, qu'on enlevait avec des tiroirs dans les. Ouais, ouais, tout à fait. Avec la façade, là, avec la façade avant, tout ça, tout à La fait. nouvelle génération connaît pas ça, hein, mais on a C'est clair. fait la grande bataille Kenwood Pioneer. Et là, en fait, je suis rentré, je m'occupais des grands comptes, et puis j'ai eu aussi à gérer la moitié de la France avec 6 commerciaux, donc un poste de manager et de grand compte. Donc, D'accord. très intéressant aussi sur un domaine qui me passionnait, donc dans une belle boîte. Là, une entreprise japonaise en l'occurrence, mais Ouais, 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 tout à fait, ouais. Avec, justement, c'est intéressant d'ailleurs, japonaise, donc autre état d'esprit, autre peut-être méthode, formation différente à la vente, par rapport à la provenance de l'origine de l'entreprise? Est-ce que ouais. c'était le cas? Non, alors ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une filiale française forcément, et on sentait vraiment, voilà, la French touch, hein. Il y avait assez peu d'insight D'accord. venant du Japon. Alors de temps en temps, tu avais le chef de produit japonais qui venait nous présenter un produit, mais bon, globalement, ça se passait quand même. Il y avait une grosse autonomie Yes. sur la filiale française, donc D'accord. tu comptes Ouais, fait assez peu d'influence de ce côté-là. d'accord. Là, c'est toujours pas là où tu passes entrepreneur. Là, tu l'es dans ton âme, on va dire. Mais pour le coup, tu continues ton parcours et ta carrière dans l'univers de la vente et tu vas encore changer d'enseigne. Hein, bon. Mais alors, d'ailleurs, c'est intéressant quand tu changes d'enseigne. C'est parce que tu trouves entre guillemets mieux ailleurs d'un point de vue, par exemple, rémunération, ou c'est parce que toi, t'as fait le tour du sujet et puis voilà, t'as besoin de quelque chose, d'un nouveau challenge ou d'un nouveau secteur d'activité. C'est quoi qui se passe à ce moment-là dans ta tête et dans ton esprit pour changer comme ça d'enseigne? Chez L'Oréal, oui, j'avais fait un le tour, mais deux, je te dis, moi, il y avait à ce moment-là, j'avais 27, 28 ans, cette culture d'entreprise très forte qui était Ouais, voilà, américaine là. toujours. Alors c'est une boîte française, mais oui, ça pouvait être ressenti un peu comme étant à l'américaine. Hmm. Euh, Après, chez Kenwood, bon là, c'était on va dire des soucis de personnes, de relations avec qui ça matchait un peu D'accord. moins bien, donc Ouais. j'ai cherché autre chose. Et là, en fait, j'ai trouvé dans le textile, parce que c'est aussi un, Ouais. un domaine qui m'intéressait, hein. J'avais été vendeur textile aussi dans ma jeunesse, notamment dans les cuirs. Et je rentre dans une société qui s'appelle toujours, parce qu'elle existe toujours, Hmm. Liberto, donc qui était D'accord. une vieille marque de jeans, hein, de jeans Ouais, ouais. et de Ouais. sportswear. Et là, pareil, je me suis occupé d'abord des grands comptes, avec des gens comme Devian, les stocks américains, enfin voilà, D'accord. des gros Ok. groupements. Et je me suis occupé du développement de la création et du développement d'un réseau de boutiques en propre, Ok. puisqu'il y en Ah avait pas ouais. beaucoup. Avant, on ne travaillait que chez les multimarques. On a eu jusqu'à une vingtaine de boutiques en propre. Et là, c'était aussi intéressant. Et encore une fois, il y Ah avait oui. tout ce côté Ouais. entrepreneuriat, tout compte fait, puisqu'il fallait démarrer presque de quelque chose de zéro. Bien Donc, sûr. il y avait toujours cette dimension-là. Et ouais, là, je suis resté 6 ans, donc j'ai 80 Ouais, là, ça t'a. Ouais, 2015. ouais. C'est très vrai ce que tu soulignes, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es là, tu es salarié, mais mine de rien, la mission qu'on te confie, c'est celle d'une business unit interne, hein, c'est d'une vraie autonomie. Et comme tu dis, tu es comme un mini chef d'entreprise parce que tu dois monter de toutes pièces, tout, le réseau, son fonctionnement, etc. Donc effectivement, souvent, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'on peut avoir cette fibre entrepreneuriale, y compris en étant dans des postes finalement de salariés. C'est juste montrer de l'initiative, de l'autonomie, et puis aller chercher des résultats, tout comme sauf qu'on le fait, voilà, pas à son compte ou pour soi, mais on le fait pour une enseigne, quoi. C'est ça. Donc ouais, ouais, le textile, ça te fait des expériences très diversifiées. Effectivement. Est-ce que à ce moment-là, c'est à ce moment-là, je vois sur ton parcours que tu commences, tu fais une intervention du côté de BFM, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te fais repérer, que Non, tu vas être appelé au jury là de la BFM Academy? C'est à ce moment-là ou? c'était bien après, hein. C'était non, non, c'était bien après. Alors, je sais pas si c'est peut-être pas clair dans mon profil, mais d'ailleurs, je sais même pas si j'en ai parlé, puisque c'est là où je passe entrepreneur. Donc, je quitte Liberto en 2004 pour être Ah, agent. on y est là. Là, c'est là où ça se Voilà, passe là. voilà. Ah, ok, Donc là, je pars, mais dans un domaine que je connais, puisque je pars pour être agent dans le textile, donc agent indépendant, agent commercial, d'accord, pour d'accord. euh, pour développer des marques sur le territoire français. Ok, Et donc, je travaille notamment pour des marques anglaises,
quelques Mmh. marques françaises aussi. J'avais mon réseau, etc. Et donc l'idée c'était de déployer ces marques, mais là du coup à mon compte. À mon compte, D'accord. je touchais une commission de la Yes. banque mère pour le chiffre d'affaires déployé. Donc là, Qu'est-ce qui va te pousser à faire ça? C'est genre volonté d'autonomie, gagner plus? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs qu'on gagne plus? Je sais pas, à son compte? je Qu'est-ce gagnais qui plus. va, Non, non, ouais. je gagnais plus. Euh, je gagnais plus, même si je gagnais très bien ma vie avant. Donc oui, je gagnais plus. Et puis voilà, l'envie à un moment donné de créer mon activité, et puis de me dire oui, tout compte fait, c'est le boulot de commercial, c'est un boulot d'entrepreneur. Et ben autant que je le Mmh. fasse pour moi, puisque des choses les plus importantes pour un entrepreneur, c'est de savoir vendre. Bon, Bien sûr. j'avais ce côté-là pour générer du chiffre d'affaires. Là, en plus, c'était créer une entreprise entre guillemets sans trop de risques, puisque Oui, j'avais pas acheté un fonds de commerce, j'ai pas racheté une boîte. c'est ça. Ouais, ouais. Juste, j'allais voir des clients pour leur vendre une collection, plusieurs collections d'ailleurs, de plusieurs marques. Mais D'accord. globalement, et voilà, il fallait juste que j'investisse dans une voiture et puis c'est tout. Hein, enfin, donc c'était pas, il n'y a pas une grosse prise de risque pour dire tiens, allez, j'y vais quoi. Donc là, Ouais, ouais, ouais. j'avais 36 ans. D'accord. Ouais, ça c'est un métier, qu'on pourrait apparenter à quoi? Une sorte de courtier? Un métier de type courtier? Courtier, Ouais, sur les textiles là, sur les ouais, vêtements, multicarte ou tu vois, c'est ça. C'est D'accord. de dire Yes. je représente plusieurs marques en France et c'est moi qui les distribue et puis voilà, il faut que j'en parle chez des clients pour qu'ils passent des commandes et après moi j'avais une commission sur ce que je vendais. D'accord. Et alors par contre, c'est un métier qui est difficile parce que tu es beaucoup sur la route, non? Ah Tu oui, roules là, ouais. c'est tu roules, tu roules, tu roules, tu vraiment tu parcours, le territoire, pour aller voir tes différents clients, quoi, c'est ça? Alors c'était par collection, hein, donc un- en ce temps-là, je travaillais 6 mois dans l'année. Je travaillais 2 fois 3 mois. D'accord. Je travaillais 3 mois de vacances. Je travaillais 3 mois de vacances. Donc C'est c'était plutôt pas mal. voilà, C'est plutôt pas mal ça. Ouais, ouais, je ouais, vendais ouais. l'hiver, je vendais l'été, et puis après c'était assez tranquille entre les deux. Évidemment, pendant D'accord. les 3 mois, c'était tu partais du lundi au vendredi. J'avais mes collections dans ma voiture, j'avais un gros voyageur à ce moment-là, et puis Ouais. voilà, j'allais de ville en ville. J'installais ce qu'on appelle un showroom, souvent dans des hôtels. Et puis Hein, les hein. clients venaient, ils venaient voir les collections, et puis le but c'était qu'ils en vendent, enfin qu'ils en achètent un maximum évidemment Ouais, pour, euh, ouais. pour après vendre dans leur magasin. Quand tu étais plus jeune, tu fait genre les marchés toi ou pas? Non? Non, pas les marchés, mais je te dis, bon, chaque année je faisais la braderie, hein, donc c'est un grand marché. Ouais, ouais. Non, je D'accord. suis pas allé sur les marchés, non. Non. D'accord. En tout cas, on sent que tu as quand même une appétence pour la relation, bah voilà, la relation humaine face à face. Tu vois, on peut être déjà plus ou moins à l'aise, mais toi, tu l'es. Et puis, tu as en plus poncé le sujet en travaillant toutes ces années dans les différents secteurs d'activité, parce que ça t'a donné quand même des véritables armes en matière de discussion, de négociation, de savoir vendre tout simplement. Hein, voilà. À quel moment tu vas commencer à t'intéresser au disque et à toutes ces méthodes de vente, de négociation? En fait, mon job d'agent, j'ai dû faire ça 18 mois, et puis j'ai eu un ou deux donneurs d'ordre qui n'ont pas honoré forcément ce qu'ils devaient. Les commandes, d'accord, ok. Voilà. Non, c'est pas les commandes, c'est de me payer mes commissions. Voilà. Hmm, Donc voilà, situation pas forcément très simple. simple, ouais, tout à fait. Il y avait des gros montants. Bon, ça s'est régulé. Enfin, ça s'est réglé plusieurs années plus tard, mais bon, on C'est va un des volets, là, Jean-Pascal, tu mets le doigt sur un des volets de la vie de l'entrepreneur, c'est-à-dire les difficultés aussi liées à la compta, le bidule, faire rentrer l'argent, hein, aller chercher l'argent des commandes qui est dehors. c'est Hein, ça. ça arrive souvent, la trésorerie, la fameuse trésorerie. Oui. Ouais. Donc, d'accord, waouh, donc tu vas vivre ça aussi, quoi. D'accord, Oui, donc voilà, ça fait partie de la vie, mais donc je rencontre un jour en vacances une personne qui avait un organisme de formation euh, d'accord. qui s'appelle Hmm, Sophie Dupeigne, on en parlait. Et puis elle me dit tiens, par rapport à ton profil, ce que tu as fait, etc., je te verrais bien faire le métier de consultant dans d'accord. le domaine de la formation commerciale. C'était c'était précisément je peux te le donner, c'était en mars 2005, tu vois. Donc D'accord. en mars 2005. Bon bref, c'est dans un coin de ma tête, ok. Elle Hmm, me dit bah viens assister à une de mes formations, tu vas voir à quoi ça ressemble, la formation commerciale. Bon, j'avais déjà assisté à des formations, mais elle me dit viens voir. Donc j'y vais, voilà, effectivement c'était très sympa. Je me dis tiens oui, j'aimerais bien être de l'autre côté, enfin en tous les cas donner ces types de formations, mais bon mhm. bref. Et puis 3 mois après, je rencontre ma femme en vacances, enfin
Les personnes Ta future femme, c'est ça que tu veux dire. toujours. C'est celle qui allait devenir ta femme. Ah, voilà, je sais pas encore à ce moment-là. Et puis moi j'habitais Lille, elle habitait Paris, et à ce moment-là en fait j'ai passé le pas. En fait, il y a eu des tas Ouais, ouais, de signes qui m'ont dit bon voilà, donc je suis venu à Lille, enfin je suis venu à Paris, j'ai changé de logement, voilà, ouais, on a habité ensemble, et c'est là où j'ai dit bah ok, allez, je me lance dans ce métier de consultant formateur en ouais. performance commerciale. Ah, c'est ça, d'accord. Et donc comme j'avais déjà ma structure, bah, j'ai transformé les statuts de ma structure, Ok, voilà, ouais. donc d'ailleurs, ma structure, c'est DAC Conseil et Formation, et ce qui voulait dire quand j'étais dans le jean Jeep Co, qui vient voilà, un petit peu dans le sportswear, et j'ai gardé DAC, voilà, parce que la structure existait, mais sachant que mon nom commercial, c'est coach de vente conseil. Mais ma Coach de vente structure conseil. s'appelle Ouais. DAC Conseil et Formation. Voilà, et bah, c'est à partir de ce moment-là où je me suis lancé dans la formation, et c'est là où, effectivement, Sophie me parle du disque, D'accord, ouais, où ouais. je me suis formé, où j'ai fait une formation à la PNL, où j'ai entamé une formation de coach. Donc là, je suis Ok. vraiment rentré dans le process de prendre des outils pour l'accompagnement Mhm. bah, sur l'autre, hein, sur Ouais, puis de basculer à ce moment-là de l'autre côté et là où toi-même t'avais bourlingué et fait tes armes sur la vente, la négo, le commercial, eh bien là cette fois-ci tu bascules dans celui qui va transmettre, qui va éduquer et former les autres. Ouais. Bah écoute, yes. Et alors déjà c'est tu vois tu dis ça de manière simple, mais j'essaye de faire un petit focus. Quand tu dis changer les statuts de ta société, ça c'est déjà des compétences qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Savoir pivoter, savoir chercher l'information, basculer ta structure, donc moi, d'une j'avais un structure cabinet voilà. comptable, hein, j'avais un Ouais, cabinet c'est ça. comptable, je leur ai demandé, Qui t'a je dis voilà, conseillé. Ouais. tiens, je change d'activité, faut changer mes statuts, tu vois. Enfin, bon, Ouais. Ouais. ça, c'est pas Ouais. moi qui m'en occupe, hein. Alors, franchement, là, la compta, c'est le truc qui a 10 000 de moi, et qui m'embête. Et pour ceux qui connaissent le disque, je suis 4% bleu. Donc, ma grande force, ce n'est pas l'administratif et l'organisation. Voilà. Donc, je préfère Ouais. déléguer Ouais. cette partie-là. Voilà. D'ailleurs, le disque, c'est très intéressant et toi, tu en parles régulièrement sur les réseaux et tu formes d'ailleurs, voilà, à ça. C'est quelque chose qu'effectivement, c'est une méthode, ouais, on peut dire ça, une méthode qui est vraiment extrêmement intéressante pour savoir se positionner dans la relation verbale et non verbale avec ses interlocuteurs quand on est des univers de la vente. Donc c'est un vrai sujet qui est très intéressant à explorer et j'imagine que oui, sur la vente, c'est particulièrement utile. Associé en plus à de la PNL en plus, etc. Alors là, tu as effectivement les armes nécessaires pour faire ça. Donc oui, donc toi, tu es passé là d'un métier où tu étais toi-même l'opérationnel, le négociateur, le vendeur, le commercial, à finalement un métier de formation que tu pratiques toujours aujourd'hui en fait. Hein. Là, ça a été la bascule. Ça a été la bascule où tu es devenu désormais, comme tu dis, le consultant, le formateur sur ce sujet-là. Et ça fait, ouais, c'est ça. En fait, t'as fait quasiment 10 ans, 15 ans, ouais, 10 ans, 15 ans de vente. Et après, toi, t'as fait le reste, t'as basculé sur la formation. Et C'est ça ça. occupe aujourd'hui tout ton temps. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas aussi avoir envie, on a senti que toi, tu nous as dit, je voulais être de l'autre côté de la scène. Donc, ça veut dire qu'on a senti que là, le côté conférencier, peut-être, il a aussi germé un peu ici. C'est à ce moment-là aussi? Parce que t'as Oui, envie de. oui, alors ça a été progressif, hein. C'est vrai que de toute façon, quand tu es devant une salle avec 8, 10, 12 personnes, Bien sûr. tu es déjà, entre guillemets, bah, au devant de la scène. Alors, ce qu'il faut justement, quand tu es en mode formation, tu es quand même plus en mode animateur. Quand tu es Oui. conférencier, tu es dans une autre posture. Ouais. Ouais, Même c'est si vrai. je fais des conférences qui sont très, très interactives, où je fais participer beaucoup les gens. D'accord. Mais d'abord, ça a été de consolider mon métier de coach, de formateur. Les conférences, ça doit faire 8 ans, donc j'avais déjà une petite dizaine d'années d'activité Ouais, en t'avais déjà formation. bourlingué. Hein. Ouais, Voilà, voilà, ouais. c'est bon, je connaissais bien mon métier, et je pouvais me mettre sur autre chose. Donc ouais, Comme ça tu fait. dis, t'élever, hein, c'est une sorte d'élévation parce qu'il faut prendre un recul, c'est une posture différente que de faire une conférence, que d'animer un groupe C'est plus ou ça. moins grand. C'est pas la même chose. Non, La formation n'est pas une conférence et vice versa. ouais. D'accord.
En parallèle, toi, d'ailleurs, tu nous as dit que alors ici, on est sur je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors évidemment, toi, on voit bien que là, tu as appris parce que tu nous as dit quand même que tu avais fait ce qu'il fallait au niveau du parcours, au niveau du coaching. Et là, c'est pareil, tu vas aller chercher le diplôme de coach, tu vas valider tes acquis en coaching, etc. Tu vas faire ça? Oui, hein, assez rapidement, hein. J'ai commencé en 2006 ou 2007 ma formation de coach, hein. J'ai fait ça à l'Institut des neurosciences appliquées. Donc c'est un parcours D'accord. qui Wow. dure de Ouais. 9 mois, hein, donc évidemment pas en temps plein, hein. Mais Mhm. donc ce qui te permet de donner des outils de coaching. Je me suis formé à la PNL, je me suis formé au DISC. Donc Ok. voilà, Ouais. un petit peu à l'analyse transactionnelle aussi pour avoir des outils et puis de savoir de quoi je parle. Donc oui, c'est Mhm. indispensable, hein. Par rapport à tes clients, justement, tu penses que c'est quand on dit qu'il y a coach et coach, c'est important pour toi de dire, écoutez, voilà, j'ai une vraie expertise et une vraie expérience métier, mais pour autant, le côté coaching, je suis vraiment allé me former, voilà mes acquis, mes diplômes, etc. C'est important pour toi et pour tes clients, tu penses aussi? Non, objectivement, je pense pas. Je pense que mes clients, ils se rendent compte de ça, mais jamais je dis, d'ailleurs, on m'a jamais demandé mes diplômes de coach, Tes mes diplômes, ouais, diplômes de d'accord. Hein, DISC, mes diplômes de PNL. C'est ouais, un échange que les gens se disent, bah tiens, oui, ce hmm, mec-là, bah oui, il a l'air d'être compétent, il a des références, je peux appeler certains de ses clients et c'est ça ouais, qui fonctionne en fait, hein. C'est pas les diplômes, d'accord. hein. Jamais je dis, tiens, je rappelle jamais que j'ai une formation de coach, en fait. Ouais, C'est ouais, écrit, mais voilà. J'ai pas à le rappeler. d'accord. Yes. T'as jamais, toi, t'as jamais, quand tu as basculé, de salarié à ta propre structure d'indépendant, j'ai l'impression que ça s'est fait totalement naturellement et donc tu pas nécessairement, remis en question ce truc-là. Une fois que tu étais parti, tu étais dans l'autonomie, tu as voulu continuer à progresser de cette manière-là. Comme tu dis, ton côté, entrepreneur naturel, a pris son pas, quoi. Ouais, ça s'est fait comme ça. En Il y a fait, pas tu de sens pas vraiment de différence, hein. Moi, j'ai pas senti de différence, sauf que tu bosses enfin, avant, j'estimais que je bossais pour moi quand même, parce que, bah, oui. c'est quand même une partie de ta rémunération avec ton Mmh. variable. Mmh. Là, bah, quand tu es entrepreneur, tu bosses à 100% pour toi et tes clients, hein, mais tu bosses Ouais. pour toi, c'est toi qui fais ton business, hein, donc Yes, c'est à toi yes. de bouger. Et c'est vrai que souvent, moi, les gens me disent, ah, bah, c'est bien, t'as créé ta boîte, hein, j'ai des potes. Tu sais, alors, c'est rigolo parce que quand t'es entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, bah, tiens, je retournerai bien salarié, puis les salariés, enfin, tu veux toujours aller chercher ce qu'il y a ailleurs. Ouais, c'est ça. En fait, je dis, bah non, t'es beaucoup plus serein, tout compte fait, et t'es beaucoup plus sûr de ce qui peut se passer en étant entrepreneur. Parce que quand t'es salarié, tu te fais virer à 50 ans, bah, Ouais. c'est compliqué. Ah, c'est très T'es compliqué, ouais. entrepreneur, t'as été entrepreneur, bah t'as un truc qui marche pas, alors faut être un petit peu agile, hein, mais tu Bien réfléchis sûr. à qu'est-ce que tu dois mettre en place, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il faut faire, et si t'es Mmh. agile, c'est tout compte fait assez plus facile. Enfin, c'est plus facile, parce que tu Ouais, dépends que de toi. Bah, ouais, ouais. et je te dis, hein, tu cherches un boulot à 50 ans, Ouais, compliqué, ouais. c'est en fonction des métiers, c'est pas simple, hein. Et un métier de Ouais, c'est commercial à compliqué. 50 ans, quand tu changes de job, Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. c'est c'est compliqué. Alors après, Jean-Pascal, il y a un truc aussi, dont toi tu ne te rends pas nécessairement compte, mais moi je vais te le dire parce que moi je suis à l'extérieur et je suis observateur extérieur. Ce qui se passe, c'est que toi tu as quand même des atouts, naturels, c'est que tu es, toi-même, je dirais, tu as la fibre commerciale, tu as la fibre vendeur, tu vois ce que je veux dire? Donc ce que tu viens de dire sur, bah, OK, il se passe ci, il se passe ça, j'agis différemment et je vais chercher mon business et cetera, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident ou facile pour des entrepreneurs qui n'ont pas cette compétence-là. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es un cordonnier bien chaussé, on va dire. Ah, à un moment donné, il faut aller faire de la vente, on fait de la vente, pas de problème. Alors que quand tu es entrepreneur, tu vois, sur d'autres compétences métiers et pas celles de la vente, pour le coup, tu vois, les stress sont très différents. Hein. Moi, j'en croise pas mal, peut-être toi aussi, où tu vois, c'est le nerf de la guerre, bah, c'est les clients et tu vois bien que beaucoup d'entrepreneurs se mettent tu vois, des œillères, ils veulent pas y aller, quoi. Hein. Ils veulent pas aller à la vente, ils veulent pas aller au contact, ils ont peur, parfois à tort, hein, d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est des atouts que toi, tu as par rapport à ta stature, à ta posture d'entrepreneur. Mon Donc, historique, ouais, pour ce que j'ai fait, ouais.
Hein, tu vois? Donc c'est quand même des atouts, indéniables, parce que, voilà, tu peux avoir cette conviction, de il faut y aller, mais pour autant, c'est vrai que quand tu n'as pas ce goût, hein, parce que c'est quasiment un goût, un plaisir, tu te sens pas à l'aise avec ça, et ben, ça peut être très compliqué. Alors c'est là d'ailleurs qu'il faut se faire former ou se faire accompagner, voilà, hein, est-ce que toi d'ailleurs au niveau des secteurs d'intervention, secteurs d'activité, tu es entre guillemets tout azimut, tu fais de la tech, pas tech, grande distribution, etc. Quel est le genre d'intervention tu fais? C'est vraiment tout secteur? Ah ouais, non, je fais vraiment, moi, alors, je fais du B2B, du B2C, mais je D'accord. peux intervenir aussi bien pour une enseigne de mode que dans la métallurgie, que Ok. Ouais. non, non, je suis vraiment, tu sais, en fait, les méthodes de vente et de négociation, bah, alors elles sont un peu différentes entre le B2B et le B2C, Mhm. et en fonction des métiers, c'est toujours s'intéresser à l'autre, poser les bonnes questions. C'est universel, quoi. C'est presque universel. Ouais, c'est Sur ça. Ouais. l'évolution, Ouais. comment je Ouais. conclue, oui, tu as quand même des méthodes qui sont, voilà, qui fonctionnent dans tous les univers. Yes, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, effectivement, d'ailleurs, quel est, on peut en parler. Toi, tu bourlingues dans ce secteur depuis très longtemps. Comment tu appréhendes et quel est ton regard sur justement ces évolutions de ces dernières années? Parce que moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de raz-de-marée, hein, beaucoup de tsunamis. Hein. On a eu comme ça différentes vagues. Bah, toi, tu t'es mis évidemment sur LinkedIn et on voit d'ailleurs à quel niveau. Hein. Mais il y a eu toute cette mouvance du digital, tu vois, toutes les automatisations, tous les outils d'automatisation qui ont débarqué, qui nous ont spammé à mort là. Ça a été horrible. Et alors maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais pas beaucoup plus parce que maintenant avec l'IA, il y a plein de gens qui te sortent des trucs avec des IA qui, pareil, font voilà des trucs automatiques. Grâce à l'IA, c'est complètement déshumanisé. Donc ouais, c'est pas évident. Je trouve que le métier de vendeur, le métier de commercial, c'est celui qui a le plus nécessité tu vois, de remise en question ces dernières années. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ouais, alors c'est vrai. Alors moi, je suis plutôt du côté, les innovations sont une chance, et c'est pas des choses qui me font peur. D'accord, ouais. T'as beaucoup de gens qui font mon métier, même des commerciaux, ça leur fait Bonne attitude peur. d'ailleurs. Ouais, je sais pas si je suis comme ça ou pas. En fait, la première grosse révolution chez les commerciaux, ça a été l'arrivée d'Internet, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, parce que avant, le commercial, il arrivait avec, c'est lui qui apportait le savoir, qui Oui, c'est apportait la vrai. connaissance. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que le client, il est informé. En général, il en sait même peut-être plus que toi. C'est-à-dire qu'il allait faire un tour sur Internet, il allait voir, Exact. il a accès à tous les concurrents, il a accès à tout, toute l'information. Donc ça, c'était la première révolution. Et c'est vrai que bah, il y en a qui ont pas forcément bah, compris ça rapidement, mais plus tu comprends vite, mieux c'est. Et puis Mm, mm, mm. petit, après, bah, avec Internet, il y a tout ce lot de l'automatisation qui est arrivé, bah, l'emailing déjà. Hein, l'emailing, c'était bah, avant, Ouais. on envoyait des flyers ou des catalogues par la poste. Hein, C'est vrai, c'est maintenant, vrai. ça coûte moins cher, donc forcément les gars ils en font plus. Hein, ils se disent plus on en fait, mieux, euh, plus on a de chance. Bon, alors là aussi, hein, t'en as qui font ça bien, t'en as qui font ça moins bien. Donc, mais c'est comme dans Mm, tous les mm. métiers. Hein. C'est vrai. L'automatisation, c'est pareil. Aujourd'hui, t'as plein d'outils, t'as l'IA qui arrive et moi, j'essaie, malgré mon âge, hein, puisque j'ai 56 ans, d'être toujours à la pointe. Je parle d'IA dans mes formations commerciales depuis, on va dire depuis 6 mois, hein, depuis que tous les cas, D'accord, depuis hein. que ChatGPT est arrivé, parce que ChatGPT, Ouais. c'est quelque chose qui est, même si prompter, c'est pas forcément simple, Mm. l'utilisation en elle-même, elle est très simple et à la portée de tout le Oui, monde. oui, Donc c'est l'avantage. Mais moi, je vois quand j'en parle dans mes formations, parce que j'en parle en formation commerciale et en formation management, en formation LinkedIn, mais il y a 90% des gens qui l'utilisent pas et ouais, c'est ça. qui même ont jamais eu la curiosité d'aller voir. Je dis, D'aller allez, tester ou de regardez, regarder le truc, ouais, ouais, ouais. allez-y, créez votre compte, allez, testez des trucs. Et puis à la fin, ils disent, ah ouais, quand même. Ah ouais. Et je dis, Ah ouais, après, vous avez le ouais. choix de faire avec ou de faire sans. Mais en fait, vous n'avez pas le choix, faut faire avec. Bah oui, parce que les autres, ils sont Bah en train de ouais, faire. faut faire avec. C'est-à-dire, Voilà, faut faire ouais, intelligemment, mais il faut faire avec. Faut que ça ouais. rentre dans votre quotidien, ça vous permet de faire d'autres choses et
Et c'est comme ça. Tu confirmes par ta déclaration là, tu confirmes ce que moi je vis sur un autre registre, c'est la transformation digitale dans les entreprises. Tu vois ce que je veux dire? C'est que en fait on est encore très loin. Je trouve que ça va très très lentement. Et toi tu le vois sur les métiers de la vente quoi. Donc le numérique avait déjà et a déjà particulièrement bouleversé quand même les différents métiers, les entreprises. Mais j'avais une discussion récemment sur ce sujet-là avec ce qu'on appelle, tu sais, dans mon jargon de start-up, on appelle ça les mortards. Tu sais, les entreprises classiques, positionnées, centenaires, etc., qui ont toujours dit ouais c'est bon l'internet, regardez, on a toujours rattrapé le retard. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu les start-up là qui ont été essuyés les plâtres et puis nous on arrivait derrière et hop on ramassait tout à la petite cuillère pour 1 euro et on s'en est très bien sorti. Et la personne me disait le même discours avec l'IA. Et si tu veux, je lui ai dit, mais en fait, là, vous vous trompez de combat et de guerre. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que avec l'IA, on n'est plus dans une dimension de vitesse et de rattrapage. C'est que là, maintenant, c'est exponentiel. Et l'exponentiel, ça se rattrape pas. C'est-à-dire que tu peux aller à 300 km/h, mais ça suffira pas. Parce que tous les mètres, il faudrait aller à 300 km/h. À chaque fois que tu fais 1 mètre, ça augmente de 300 km/h. C'est ça l'exponentiel. Donc, il n'y a pas ce côté, oui, ok, on a toujours rattrapé. On a toujours comblé le retard. Bah là, non, hein, en fait. Hein. Là, avec l'IA, ça va pas être le cas. Les bouleversements sont vraiment exponentiels et une exponentielle, ben, les ravages, ils vont être terribles. Et comme tu dis, dans les métiers de la vente, effectivement, il y a cette espèce de je sais pas de torpeur ou je sais pas comment on peut dire ça, mais ça bouge pas quoi. Et puis comme tu dis, ils ont même pas des velléités de tester, de regarder, de voir à quoi ça ressemble. Quoi. Les gens connaissent pas, donc quand tu connais pas, ça fait peur, comme beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vraiment intéressant. Tu vois, je pensais pas. Moi, je m'étais dit, ça y est, tout le monde a compris l'ampleur du truc et tout ça. En fait, ouais, c'est Non, yes. c'est l'image qu'on a parce que nous on est souvent sur LinkedIn, que tu Oui, vois, on est biaisé nous. Ouais, ouais. tu vois des gens qui te parlent d'IA tous les jours, tiens tel poste parle de prompt, de machin, donc tu dis bon là c'est dans le quotidien des gens. Mais Ouais, en fait, non, pas du tout. que dalle. Ouais, ouais. Bon. C'est très intéressant ça. Ouais, ouais, ouais. Et même dans des grosses. Alors, yes. Alors toi, on peut évoquer ensemble un truc, Jean-Pascal. Tu as évoqué tout ton parcours avec finalement beaucoup d'autonomie. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup d'indépendance. T'as jamais eu envie de te dire ouais, je vais monter une boîte, une grosse boîte, gérer des gens, tout ça. C'est peut-être pas ta tasse de thé, ça. Non, c'est pas ma tasse de thé, mais moi, ça fait partie de mes arguments aujourd'hui. C'est que quand j'ai des prospects en visio ou en rendez-vous, je leur dis, vous savez, moi, je suis un artisan, je fais un Ouais. petit peu tout dans ma boîte, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui vous vends, mais c'est moi qui anime derrière. Alors, Mhm. ça peut avoir ses limites parce que du coup, ça, ça tient que sur moi. Bien Mais sûr. voilà, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner aujourd'hui. C'est pas forcément comme ça que je fonctionnerai demain. Euh, D'accord. mais voilà, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, ouais, Ouais, c'est t'es indépendant, autonome, effectivement, voilà. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que tu puisses fonctionner avec des partenaires, des partenariats, etc. Hein. C'est juste que là, voilà, t'es pas parti dans un modèle qui est le modèle d'une entreprise avec une grosse structure, avec des salariés, des consultants toi-même. Voilà, je dirais. Alors après, est-ce que ça vient pas finalement du métier de commercial, de vendeur, qui quand même est très, tu vois, il y a un peu cette compétition avec les autres vendeurs aussi, hein, tu vois ce que je veux dire, mine de rien, c'est tes primes, tes bonus, tout ça, faut aller les chercher avec les dents. Donc t'es pas. On dit souvent que les commerciaux, tu vois, ils sont un peu en fight et en bis même avec par exemple, les départements marketing. Tu sais, la fameuse guerre légendaire entre marketing et vendeurs qui travaillent pas ensemble, ils savent pas travailler ensemble. C'est un peu ça, quoi. c'est les gars du siège, ils sont pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, Ouais, c'est la cata, quoi. T'as toujours les vendeurs qui sont là, ouais, le marketing, ils comprennent rien, et puis les gens du marketing, c'est pareil, c'est les vendeurs, ils font n'importe quoi, c'est l'éternel. ils passent leur temps au resto avec leur belle voiture, puis voilà. Toi, d'ailleurs, tu fais ce genre d'ouverture où tu essayes d'impliquer justement les autres départements de l'entreprise quand tu interviens, ou tu es vraiment focus vente pure, parce que l'organisation en silo, ça marche quand même de moins en moins bien. Hein, il faut dire ce qui est. Donc, Ah ouais, c'est pour ça qu'on parle de ce marketing hein, de plus en plus, hein, sales et marketing. Mais bien non, sûr, moi c'est pas mon job, enfin c'est pas mon rôle en tous les cas. Moi je travaille pas sur la stratégie, je travaille pas sur le positionnement. transversal, quoi. Ouais, Voilà, ouais. moi je travaille vraiment sur, allez, on fait tout pour que ça se passe le mieux dans la relation commerciale.
et que c'est ça. on chope de plus en plus de clients. Mais bon, voilà. J'ai pas le temps et pas forcément l'envie d'aller sur cette Des envies, ouais, ouais, ouais. dimension-là. Toi, tu interviens sur je dirais tout le cycle du rôle de la vente, c'est-à-dire la prospection, le closing. Faut que j'arrête avec mes mots anglais. La signature, tu vois, c'est ça, c'est le côté, voilà, élaborer la relation, les fameux points de contact, tenir pendant toute la durée de la négo, arriver à la négo, s'occuper de la proposition d'offres, la proposition commerciale, etc. Peut-être les appels d'offres. Je sais pas si tu traites aussi ce sujet-là, etc. C'est ça ton intervention? C'est sur le cycle complet? C'est le cycle de vente complet, donc c'est de la prospection, on parle de LinkedIn, on parle de prospection téléphonique, la vente en face à face, et puis la partie négociation, et négociation, conclusion, fidélisation. Donc voilà, moi je suis Ouais, vraiment sur tout ce parcours-là. d'accord. Et le disque s'applique à toutes ces étapes-là et est utilisable partout, tout le temps. C'est-à-dire entre guillemets, même quand tu écris un email, bah en fonction de à qui t'écris, il faut en tenir compte quoi. Hein, il n'y a pas que l'oral, il n'y a pas que la négo ou quoi. Toi, ce que tu Ah dis, bah, c'est qu'en gros, tout le disque le s'applique tout le temps quoi. même email Ouais, à un jaune et à un bleu. C'est-à-dire que ouais, pour un email à un bleu, il faut que ce soit très détaillé, beaucoup d'éléments concrets, beaucoup de preuves, etc. Plus du long, d'accord. mieux Ouais, c'est. Le jaune, tu vas lui mettre des emojis, tu vas être un peu moins précis, ouais, voilà, tu vas sortir un peu du sujet. Donc oui, ça marche à tous les niveaux. Euh, et après, dans ce cycle de vente, moi, j'accompagne aussi les chefs des ventes, les directeurs commerciaux, à coacher ensuite sur les méthodes de vente leurs équipes, parce que bah, une fois ouais, que tu as passé ouais. 2 jours, 3 jours, 4 jours avec une équipe, c'est bien, mais s'il n'y a pas quelqu'un Il qui faut entretenir. Ouais, c'est ça. voilà, Il faut. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. le conducteur, donc j'interviens aussi là-dessus. Ouais. C'est pas toujours évident d'ailleurs de savoir déterminer quelle est la couleur de notre interlocuteur, non? Parce que en fait, tu peux connaître la théorie par cœur sur OK, si c'est un jaune, je dois faire ça, si c'est un bleu, je dois faire ça, etc. Mais comment les repérer? Tu vois, je veux dire, comment les détecter? Parce qu'en plus, je crois, tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu peux avoir ce qu'on appelle un recoupement. Tu peux être X% de jaune avec X% de bleu, etc. Enfin, tu peux comme Ouais. ça avoir une dominance. Enfin, il y a une dominante et puis voilà, donc c'est encore plus difficile. On a tous les 4 couleurs. Après, on a souvent une à deux dominantes. Alors après, ça peut être une à deux dominantes dans le perso et d'autres ou les mêmes dans le pro. Mais tu as quand même des indices sur l'attitude, sur la posture, sur le ton utilisé. D'accord. Voilà, toi, tu es quand même fidèle à la couleur que tu portes sur toi, tu vois. Ah, bon. D'accord. Oui, et moi je confonds toujours. Il faut que je fasse mon test d'ailleurs. Tu proposes le test, non? Il faudrait que je le fasse mon test. L'histoire du rouge là, c'est le dominant, c'est ça le rouge? C'est dominant? Ok. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Parce que moi, c'est vrai que souvent, Le, je suis confronté le- à des dominants rouges. ouais, le jaune, c'est l'influent, hein. C'est expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable, tonique. D'accord. Ok. C'est toi. Bon. Ok. Ok. Bon, en tout cas, c'est des sujets extrêmement intéressants. Et donc, j'invite tous ces entrepreneurs, parce que sur le podcast ici, on a beaucoup d'entrepreneurs, d'apprentis entrepreneurs ou des entrepreneurs aguerris qui écoutent ce podcast. Et donc, je vous invite et je vous encourage à vraiment regarder les travaux et les formations et ce que fait Jean-Pascal autour du disque, parce que c'est vraiment un truc super intéressant. Quand on arrive à le maîtriser, ça marche quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on se rend compte que ah waouh, j'ai effectivement compris mon interlocuteur qu'il était dans telle dominante et j'ai appliqué la manière de m'exprimer pour cette couleur et ça fonctionne en fait. Donc c'est Bah, au-delà de c'est ça, ouais, même, ça va même plus loin que ça. Moi, je dis toujours, ton client est acheté de toi avant d'acheter quoi que ce soit. Et j'ai même cette conviction que le savoir-être est plus important que le savoir-faire. C'est-à-dire que c'est bien de très connaître les méthodes intéressant. de vente, mais si t'as pas créé la relation, pour moi, tu peux être moins bon dans la vente, dans la découverte, Ouais. l'argumentation, la conclusion. Mais si tu as vraiment créé cette connexion avec ton interlocuteur, tu passes plein de choses, en fait. Yes, ouais, ouais. Et puis c'est ce que tu prêches, puisque moi je fais partie des 134 000 abonnés qui te suivent. Ce que tu prêches régulièrement, c'est la fameuse relation et l'écoute active. Hein, c'est-à-dire que on donne envie d'acheter, on n'est pas là en train de faire le pushy, le vendeur. Il y a aussi cette intelligence émotionnelle, grâce justement à la maîtrise du disque. En plus, toi, tu as fait l'école de coaching avec des neurosciences, donc j'imagine
j'imagine que tu as dû apprendre aussi pas mal de choses sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Yes, bah super, super Jean-Pascal. Comment est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce métier de conférencier? Comment tu vas faire ta première conférence où on va t'inviter ou autre? C'est comment ça s'est passé ça? Parce que je trouve ce sujet extrêmement intéressant, le côté conférencier. Alors pour clore l'autre sujet, hein, moi j'ai une punchline qui dit occupe-toi de tes produits et tes clients partiront, et occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. C'est-à-dire que voilà, faut être centré client avant d'être centré produit. Et Ouais, c'est vraiment le problème que je rencontre chez plein de commerciaux, c'est qu'ils sont centrés produits parce que c'est une zone de confort, parce qu'ils les connaissent bien, oui, parce qu'ils sont des experts et que ils ont envie de parler de leurs produits. Et en fait, objectivement, quand tu es face à un client, tu t'en fous de savoir son contexte, ce qu'il fait, ses problèmes, ses ouais, douleurs, ses difficultés. C'est c'est juste vrai. de lui vendre un produit. Et c'est là où c'est difficile la vente en fait. Bon. Ouais, et puis en Alors, plus, Jean-Pascal, tu mets un point, tu mets un focus sur un autre point qui est que souvent le commercial, en tout cas le junior ou celui qui maîtrise pas bien son sujet, il a tendance à parler, tu sais, de faire la liste à l'après-vert de c'est moi, et voilà tout ce que font mes produits, les ouais, c'est ça. spécificités, les Ouais, fonctionnalités, et en fait, on se préoccupe pas de poser, d'interroger les questions sur le client. Et en fait, c'est le client qu'il faut interroger. D'ailleurs, tu me confirmeras ça, mais on dit que en gros, il faut juste fermer sa grande bouche et écouter à 70% du temps. Et tu vois, et être dans la, toi, tu dois en tant que commercial, tu dois parler en gros 30%, quoi. Sinon, c'est pas bon, quoi. et ma première technique de vente, moi j'aime bien les acronymes, c'est le FTG. C'est bien ça. J'aime bien. J'aime bien. C'est bien. Voilà. Non, non, c'est clair. Non, mais c'est effectivement, c'est tout à fait ce que tu dis là. C'est-à-dire que malgré toutes ces innovations, toutes ces technologies qui existent, l'IA, bidule et tout ça, ça, c'est quand même des fondamentaux qui restent. C'est-à-dire que avec ou pas de la technologie et de l'innovation dans la manière de faire, l'écoute active, poser des questions, faire parler, enfin, résoudre le problème du client et chercher à le résoudre absolument, c'est quelque chose qui est toujours gagnant et qui fonctionne voilà, tout le temps, quoi. Et oui. D'ailleurs, j'ai une question à te poser pour avoir ton avis d'expert. Je me suis laissé dire que même quand je ne pouvais pas combler un client par mon produit, je devais quand même l'aider. Coûte que coûte, et peut-être même l'orienter sur une autre solution, c'est pas grave, parce que le boomerang serait toujours positif. C'est vrai ça? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je Ah pense oui, que c'est, bah oui, parce ouais. que c'est pas parce qu'un client t'achète pas qu'il aura, et en tous les cas, il faut qu'il ait un sentiment positif parce qu'il pourra toujours te recommander. C'est peut-être pas le produit pour lui, mais Ah oui, ça peut être pour quelqu'un ouais, d'autre. tout Donc, à fait. quand il en parlera, si c'est top de dire, bah tiens, effectivement, tu as rencontré un gars, bon, on n'a pas fait affaire, mais il était super, tiens, bah voilà, contacte-le, peut-être que pour toi, ce sera intéressant. Donc, faut toujours que ça se passe le mieux possible et rester avec Mmh. cette image professionnelle. Donc, évidemment, évidemment. D'accord. Ouais, d'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose qui est le pouvoir de la recommandation, qu'on sous-estime. Hein, la recommandation, mine de rien, demander à ses clients d'ailleurs des recommandations, on le fait pas, et on est toujours en train de chasser des nouveaux clients, alors qu'en fait, potentiellement, on a un vivier, on a un vivier de clients qui est tout simplement qui passe par le bouche à oreille et pas la recommandation de tes clients existants. C'est aussi une astuce qu'on peut donner. Euh, C'est vrai. C'est vrai qu'on le fait pas assez. La fameuse fidélisation client est très très importante à ce niveau-là. Yes. Ok. Donc, tu voulais qu'on vienne sur le métier de conférencier. Oui, sur le métier de conférencier parce que voilà, parce que moi je suis dans la transmission, tu vois, avec Je ne perds jamais et puis je me dis c'est un vrai métier, tu vois, je veux dire c'est une vraie entreprise quoi. Être conférencier, bah, il y en a même certains qui le sont à plein temps. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous éclaires sur cet aspect-là. Oui, alors moi, quand je me suis dit, tiens, j'ai envie de lancer une offre sur la conférence, je dis bon, j'ai déjà quelques quelques cordes à mon arc parce que bah, je forme et je parle déjà devant des gens. Donc Bien sûr, bien sûr. ça, tu t'entraînes tous les jours. Et après, en fait, je me suis inscrit à une association qui s'appelle l'Association française des conférenciers professionnels. C'était Ah, ouais, connu. il y a 7-8 ans, je pense. En tous les cas, c'était avant le Covid. Tu sais, avant, on disait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Maintenant, on dit avant Covid, après Covid. C'est ça. C'est un peu Euh, ça. et puis, bah là, il y avait des rencontres tous les mois, avec à chaque fois des ateliers. Tu pouvais tester une partie de ta conférence, etc. Donc là, ça permettait D'accord. vraiment de s'entraîner, de s'aguerrir, d'avoir du feedback. Hmm. Et en fait, c'est comme ça que
que j'ai lancé. J'ai fait une conférence à la convention justement qui est organisée une fois par an, que j'ai fait D'accord. filmer. Et c'est ça qui a été un peu Ah ouais. c'est comme ça que j'ai lancé. Ouais, il fallait avoir quand même quelque chose pour pouvoir montrer à des prospects. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette activité de conférence. Alors j'en fais entre 20 et 25 par an, hein. C'est pas le cœur de mon activité, D'accord. mais voilà, j'en fais régulièrement, ouais, une à deux par mois. Ah quand même, hein. C'est quand même. Et t'avais pas peur, non? T'as pas eu peur de monter ça et tout ça? En fait, non, t'avais la matière d'une certaine manière. Parce que la conférence, il faut quand même l'écrire, enfin la produire. C'est d'ailleurs une conférence a un délai qui est celui que tu veux ou il y a des trucs normés, ça doit faire genre 1 heure, 40 minutes, je sais pas quoi. Enfin, c'est comment une Et conférence? t'as t'as ce qu'on appelle les conférences TED, hein, qui font pas plus de 17 minutes. D'accord, ça c'est 17 TED, minutes. Ok, c'est les TEDx là. Bon, ça c'est un format très particulier, mais en général, une conférence, on va dire la durée moyenne, c'est 1 heure. d'accord, 1 heure. Après, tu peux faire un question-réponse derrière. On va dire le plus classique, c'est 1 heure de conférence. Voilà. d'accord, ok, Et yes, après, peur non, parce qu'en fait, alors aujourd'hui, moi, j'ai qu'une conférence, et cette conférence, c'est une conférence sur le disque. Donc, d'accord, c'est quelque chose que je connais bien et qui a été quand ouais, même assez simple à structurer, à écrire, pour que ce soit suffisamment, que ça apporte suffisamment de valeur aux c'est gens ça. qui écoutent. Oui, parce qu'il y a quand même il y a quand même un scénario. C'est comme un one man show, quoi. C'est quand même, voilà, t'as 1 heure où tu vas délivrer de l'information, de la compétence, de l'expertise. Donc il faut quand même que, j'imagine, ce soit rythmé, ce soit storytellé. T'as Ah, les histoires d'anecdotes, etc. Enfin voilà, hein, on parle d'une vraie conférence qui avec de la valeur. Donc mine de rien, c'est quand même un travail d'organisation, de structuration du contenu, quoi. puis tu l'as refait un peu à chaque fois. Alors moi, j'ai une part à chaque aussi d'improvisation, parce que je joue avec le public et tout ça. D'accord. Et voilà, la structure je l'ai. Et puis il y a des choses, tu dis ah bah tiens, peut-être c'est ce que je disais il y a 3 ou 4 ans, peut-être que je le dis différemment ou je le dis plus, et puis je dis autre chose. Ça Hmm. évolue aussi, hein. C'est quand même, c'est pas un produit qui est totalement fini, hein. Yes, yes, yes. Ouais, je comprends. Ouais, d'accord. Bah, très intéressant. Bah, je vais aller voir cette association. Je connaissais pas. Ça me... je vais aller jeter un œil. C'est yes, c'est intéressant. Toi, au cours, on n'a pas trop parlé de quelque chose qui me turlupine un petit peu quand même, c'est que quand tu es entrepreneur, certains disent que non. Moi, je pense que le contraire. Mais l'impact et la frontière entre vie perso, vie pro, elle est quand même compliqué, géré de manière très différente selon les personnes. Toi, est-ce que tu pourrais nous donner un éclairage sur comment t'as évolué par rapport à ça? Comment tu gères ce côté pro perso entre ta vie de tous les jours? Est-ce que tu as rencontré je sais pas, des difficultés particulières ou quelles astuces t'as mis en œuvre par rapport à ça? On sait que tu as rencontré ta future compagne en vacances, donc ça c'est bon, ok, Donc c'est pas mal. oui, alors, en fait, quand tu es entrepreneur, malgré tout, tu es entrepreneur, enfin pour moi, hein, 365 jours par an, hein. C'est-à-dire que, Bah, c'est un peu ça, ouais. voilà, bon, mais après, entre guillemets, enfin, moi, je trouve pas ça grave non plus, parce C'est que pas très grave, non. voilà, hein. Bon, à partir du moment où tu Il fais faut- ce qui te plaît. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je pars, même quand je pars en vacances, alors j'essaie de partir toutes les 6 semaines au rythme de mes enfants, parce que j'ai des enfants qui sont un peu jeunes, hein, 15 ans et 8 ans. Donc c'est mon rythme Ah, aussi. donc toi, tu es rythmé par les vacances scolaires, Voilà, c'est on ça, on comme s'en va. moi, hein. On s'en va. Ouais, bien sûr. Voilà, donc ça fait partie de l'équilibre. Mais quand je dis on s'en va, ça m'arrive de faire 2, 3 rendez-vous en visio avec des clients alors que je suis pas en France, de répondre à des mails, de faire un post LinkedIn. Donc tu restes quand même toujours un peu accroché. Moi, les seules choses que je puisse lire en vacances, c'est des bouquins qui sont liés à mon métier, donc ou sur la vente ou sur le développement personnel. Jamais je lis des romans parce que voilà, j'ai pas envie. Donc c'est vraiment, voilà, je dis souvent que je suis pas le meilleur vendeur, mais je suis sûrement un des plus passionnés. J'ai la chance aussi d'avoir une femme qui est à son compte également, donc bon, ça permet Ah, de elle comprend, elle peut voilà, comprendre, en tout elle cas. est pareille. Donc Ouais, elle est dans la gestion de patrimoine, elle a un cabinet avec d'accord, ouais, CGP et tout ça, donc elle aussi travaille le week-end et puis voilà, yes. pendant les vacances. Donc je pense que ça aide aussi, Hum, hum, hum. parce que quand tu es avec quelqu'un, sans dire du mal des fonctionnaires, qui est fonctionnaire à côté de toi, qui bosse 35 heures, qui va pas comprendre pourquoi le soir, ça m'arrive d'avoir des visios de 18h à 20h par exemple, de répondre à des mails.
Je suis pas sûr que tout le monde puisse s'adapter à ça. Ouais, Donc, c'est bien pareil. sûr, Faut trouver bien la sûr. bonne, Ouais. comme faut trouver les bons collaborateurs, faut trouver aussi la personne qui est avec toi et qui comprend ça. Et je l'explique à mes enfants aussi. Je leur dis, bah voilà, si on peut partir en vacances toutes les 6 semaines et voyager et prendre l'avion et tout ça, c'est que voilà, ça oblige à travailler aussi Ouais, je suis d'accord. Ouais. pendant les vacances. Voilà. Bah, je partage un peu ta façon de faire et ton rythme de vie. Et moi, c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, après, je fais un distinguo entre le côté intellectuel, ce qui peut se passer dans la tête, et le côté, tu vois, action réelle de travail. Enfin, comme toi et moi, depuis 20 ans, 25 ans, on travaille pas. On est passionné par ce qu'on fait. Donc, en gros, déjà, on n'a pas l'impression d'être au travail, premièrement. C'est déjà une grosse différence. Mais c'est vrai que moi, le cerveau, comme tu dis, il est 365. Ça s'arrête jamais. Ça n'existe pas de dire ah non mais là en fait je suis plus entrepreneur. Bah non, enfin c'est pas vrai quoi. Tu es toujours en train de penser. Par contre, oui, tu as raison. Tu peux ménager. Il faut, moi je recommande de ménager les moments où voilà, t'es avec les enfants, t'es avec la famille, tu bidules, etc. Mais c'est vrai que côté cerveau, lui, il va tourner un petit peu tout le temps. Hein. Je suis assez d'accord. C'est aussi ce qui nous voilà qui fait de nous ce rôle d'entrepreneur hein, parce que on a toujours les projets et puis en plus toi c'est très particulier, c'est que tu es dans la vente et que donc tu fais ce que tu prêches, c'est-à-dire s'occuper de la relation client, du client, et donc on a tendance à pas évacuer un contact ou une relation avec un client parce que c'est en toi quoi, c'est en toi, il faut répondre aux clients. Moi je suis un peu pareil, je dirais, et donc j'ai tendance à dire là c'est pas genre bah là je suis fermé en fait. Je suis pas dispo. Bah non, le client pour moi, il est tout le temps, effectivement, on s'en occupe tout le temps, quoi. Oui, oui. C'est un peu vrai. Yes. Mais c'est vrai que bon, c'est pas plus facile, mais le fait que t'accompagnes ton épouse, elle soit elle-même dans ce travail d'indépendant avec son cabinet, etc. C'est vrai que ça aide parce que comme tu dis, sinon ça fait des disparités qui sont très plus complexes à gérer, hein, parce que en fait, tout simplement, t'as pas l'état d'esprit qui va avec. C'est-à-dire que tu comprends pas Oui, que c'est pas du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, et puis voilà. Qu'est-ce que tu fous ce week-end bah non, mais moi je prépare mon podcast de lundi. Ah bon non, mais tu peux pas aller faire du vélo avec les gamins. Bah si, tu vois, donc c'est compliqué en fait. C'est cette notion de d'affectation, d'allocation du temps dans ton emploi du temps qui n'est pas compris de la même manière quoi. C'est sûr. ça me fait ça me fait penser ça me fait penser à ça. Yes, j'ai oublié de te demander. En fait, tu nous as répondu sans que j'ai à te le demander. Je demande tout le temps comment est-ce que tu lis des livres, quels livres et de quel genre. Et en fait, toi, tu nous as répondu que bah oui, tu lisais, mais des trucs de vente, de business, et pas d'autres bouquins. yes, excuse-moi, j'avais un petit message. T'en prie. Donc oui, tu me demandais les livres, c'est ça Ouais, que... c'est ça. Toi, est-ce que d'ailleurs, tu as tes apprentissages. On a vu que tu avais fait les formations, coaching, etc. Donc ça, on a bien compris. Tu as fait des formations, profondes. Mais est-ce que toi, par ailleurs, tu continues tous les jours ou tout le temps de lire, de faire de la chaîne YouTube? Est-ce que voilà, quelles sont tes sources d'apprentissage d'ailleurs actuellement encore? Ouais, comme je t'ai dit, moi je lis beaucoup, plutôt en vacances. Ouais. Et puis non, YouTube, alors je sais pas trop Consomme mon pas trop ça? non, mais plutôt des bouquins. Ouais, plutôt des bouquins. Ouais. Tu fais moi, je suis passé à l'audio, beaucoup de podcasts, beaucoup Ouais. d'audiobooks. Tu vois, les livres, pareil, me poser pour lire, j'ai un peu du mal. Alors, donc, je fais les livres audio et ça, c'est pas mal. Toi, aujourd'hui, tu fais plus de déplacements, tout ça. T'es plus en voiture pendant longtemps, etc. Parce que Si, sinon, avant, tu pouvais écouter en voiture, en fait. Ouais. ouais, alors quand je fais des déplacements, en général, c'est ou en scooter si c'est sur Paris, région parisienne, donc là j'écoute rien. Et sinon c'est en train ou en avion. Donc, mais en train ou en avion, en général, je bosse et j'écoute pas un truc à côté, quoi. D'accord. Ouais, Donc ouais, ouais. non, c'est Yes. vraiment qu'en vacances que je lis des bouquins. Sinon, Yes.
Sinon, non, j'ai pas le temps. Et puis, Et c'est quand tu dis des livres, c'est des livres principalement sur le sujet de la vente ou c'est des livres business surtout? ça peut être des livres business, un petit peu Ouais, surtout, hein. d'accord. Mais Yes. je sais pas, enfin, moi, le dernier que j'ai lu, tu vois, c'est Système 1, Système 2, qui est plutôt sur les neurosciences. Ouais, De ouais, très Kahneman, intéressant. c'est un bouquin qui est comme ça, donc tu peux le lire 2 fois, parce qu'à la fin, tu sais plus ce qui était au début. Mais voilà, donc toujours lié quand même directement ou indirectement à mon job. Tu vois, je vais pas Ouais, lire ouais. un roman ou un truc comme ça, tu vois, ou un roman policier. Non. D'accord. Toi, tu es conférencier. Est-ce que tu deviendrais pas écrivain? T'aurais envie d'écrire ton livre? Tu l'as peut-être déjà fait, je sais pas. D'ailleurs, je me suis pas bien renseigné, mais peut-être t'as déjà écrit des livres, ouais. T'as déjà écrit 3 livres, d'accord. Ok, ben voilà. J'aurais dû commencer par ça. J'ai pas fait mes fiches, moi. C'est vraiment pas ça. On veut pas. Non, non, alors j'écris un bouquin qui s'appelle Achetez-moi, donc où on retrouve bah, le disque, les 7 étapes de la vente et les 4 étapes de la Super. vente. D'accord. Je vais le mettre dans la bibliographie du podcast. Ouais, Voilà, super. donc c'est sur Génial. Amazon. Le deuxième, il s'appelle Influencer LinkedIn. Ok, Donc, nickel. où là, j'ai interviewé 30 entre guillemets influenceurs, en tous les cas des gens qui avaient un peu plus de 100 000, tous un peu plus de 100 000 abonnés. Il y a Michael Aguilar dedans, il y a D'accord. Dorit Naon, il y a Amélie Favguité, enfin voilà, tous les cas des Intéressant. gens qui ont été très visibles. Donc je leur ai posé des questions. Il y a le meilleur poste, pourquoi c'était leur meilleur poste, et puis D'accord. je donne aussi mes astuces. Et puis un autre projet qui était un projet un peu plus personnel, mais qui a démarré d'un échange avec mon fils, puisque j'ai fait un livre pour enfants qui s'appelle Ok. Tim le vendeur de bonheur, pour donner envie aux jeunes et aux enfants de faire ce métier de vendeur. Parce que D'accord. c'est vrai que quand tu discutes avec des parents, il y a rarement des parents qui disent ah super, plus tard j'aimerais bien que mon fils soit commercial ou que ma fille soit commerciale. Ouais. Ils ont Donc une mauvaise image rattachée à ça. On sait pas pourquoi d'ailleurs, mais vendeur, tchatcheur, vendeur, voleur, hein, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, j'ai écrit ce petit livre pour enfants à partir de 8-9 ans qui s'appelle donc Tim le vendeur de bonheur. Donc oui, j'en ai Ah, écrit. c'est chouette ça. Voilà. D'accord. Et alors, tes livres, tu as décidé de les faire comment? Tu les as fait en auto-édition? T'as été voir un éditeur? T'as fait comment? C'est du Amazon principalement? Alors le point de départ, ça a été une grande maison d'édition qui m'avait contacté pour que je fasse un bouquin sur la vente. Et D'accord. quand ils ont commencé à m'envoyer leur cahier des charges, la structure du truc, le nom des mots, j'ai dit non, je vais pas faire. On va Et pas faire ensemble. ça m'a donné envie de le faire. Et comme tu dis, je suis passé par l'auto-édition et par Amazon parce que ça fonctionne très bien. D'accord. Je fais ce que je veux comme je veux, j'écris comme je veux quand je veux. Si je veux modifier, je modifie assez facilement, hein, puisque l'intérêt d'Amazon, c'est que ils font du print on demand. Donc, C'est ça, c'est c'est-à-dire ça. Donc que tu peux mettre à jour ton édition, tu peux dire OK, hop, régulièrement, je corrige un truc ou je rajoute un truc dedans et hop, le fichier, il est prêt à être imprimé à la demande, quoi. Si c'est ça, quelqu'un l'achète, eh bien, il lance l'impression du truc. c'est ça. Donc, Très intéressant. c'est Ouais. facile et c'est ce qui rapporte le plus, en fait. Yes, yes. Bon, bah écoute, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je me penche dessus là en ce moment même, effectivement, parce que j'estime qu'il y a, voilà, les entrepreneurs méritent d'écrire, d'écrire leurs livres. Et aujourd'hui, il y a des évolutions, bah voilà, toujours la même chose, évolution du numérique, etc., qui font que j'ai un peu ton analyse, c'est-à-dire que oui, la maison d'édition classique, très structurée, très structurante, bah en fait, ça s'accommode assez mal de l'entrepreneur. En fait, c'est trop de contraintes. Et puis sans parler des royalties ou des revenus, on est à l'âge de pierre, quoi. C'est voilà. Donc T'as dit c'est 15%. De toute façon, si t'as pas un nom connu, ils vont pas aller le mettre en vitrine dans toutes les c'est librairies. ça. Donc, bon, Yes. voilà, moi j'avais la chance d'avoir un réseau un peu important qui me suit. Aujourd'hui, je le vends à mes clients, hein, c'est-à-dire que c'est dans mes propals. Donc moi, ça me Mhm. permet d'en faire la promotion et voilà. C'est super. Et en tout cas, je trouve ton très intéressant le livre que tu as fait pour les enfants. Ça, c'est très chouette parce que je me pose, tu vois, c'est marrant parce que je me pose beaucoup le sujet pour écrire un livre sur l'entrepreneuriat, tu vois, pour les enfants. Tu vois, c'est la même démarche. C'est avec mes propres enfants, j'ai cette démarche-là et je me dis, tiens, bah, tu vois, je vais aller voir tes ouvrages. Là, je les mettrai dans les références de l'épisode qu'on puisse regarder ça. Je vais aller C'est voir sur ça, tu vois. Amazon. Les trois sont Yes.
Eh ben, très très bien. Eh ben, j'irai voir ça. Et non, c'est intéressant. En tout cas, c'est une démarche. Tu vois, c'est une démarche. Typiquement, c'est là où on voit cette fibre entrepreneuriale que tu as. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pam pam, on se retrousse les manches. Tu t'es mis à écrire les livres et puis voilà. Et donc tu t'y es lancé en toute autonomie, avec indépendance. Et ça, c'est vraiment caractéristique de l'entrepreneur, quoi. Voilà. Et pour moi, ça va aussi Euh, dans le sens de l'entrepreneur qui doit avoir plusieurs cordes à son arc, mais surtout plusieurs sources de rémunération. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, bah, je fais du coaching, je fais de la formation, je fais des oui, conférences, j'ai écrit un bouquin, j'ai créé une boîte sur l'influence qui s'appelle Ambassadeur, sur l'influence B2B. Donc voilà, ça me permet aussi de dire, tiens, tu n'as pas tous les œufs dans le même panier. tout Et le à jour fait. où il y a Très. peut-être un truc qui marche un peu moins bien, bah, tu te focuses un peu sur autre chose et ça permet aussi Yes. d'avoir un équilibre. Yes. D'ailleurs, c'est intéressant ce sujet-là que tu évoques. Quand les projets sur l'influence, c'est des projets qui sont indépendants ou tu les as mis dans ta structure existante? Non, c'est une autre structure qui s'appelle Ambassadeur. D'accord. Je fais partie de du même groupe, donc DAC Conseil et Formation, mais c'est une autre activité. Parce que là, c'est Et différent. t'es avec des associés là, sur ces Ouais, univers-là? toujours tout seul. Toujours tout seul? D'accord, t'es pas d'associé, ok. Mais très intéressant et effectivement, tu as raison de le signaler, notamment avec, tu sais, on parle beaucoup de Web 2 versus Web 3, c'est-à-dire le côté centralisé du web avec des petites frayeurs dernièrement où certaines personnes se sont fait bannir, par exemple, de LinkedIn et où donc en gros tu peux perdre en fait ton audience, enfin ton audience, ta communauté. Pareil pour ceux qui utilisent potentiellement la newsletter de LinkedIn. La newsletter de LinkedIn, elle est envoyée aux abonnés que tu as dans LinkedIn, à ta newsletter, mais tu ne possèdes pas la liste des emails. Donc, il y a un niveau de risque à appréhender. Hein. Voilà, il faut juste le savoir. Mais effectivement, faire attention à ça, comme tu dis, diversifier un petit peu ses actions. Bah là, en plus, tu es à bonne école, toi, avec ton épouse qui fait du de la gestion de patrimoine, c'est ça, non Là, diversification, quoi. Voilà. C'est le même Est-ce que principe. tu est-ce que t'as des cryptos un petit peu? T'en as des cryptos? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, on est T'as sur pas des fait? sujets sérieux, nous, on est sur des sujets sérieux, monsieur. Pas crypto. Yes. En tout cas, ouais, bon conseil, bon conseil. Multi-projet l'influence, toi, finalement, c'est une corde supplémentaire à ton arc que tu as ajouté, notamment sur les métiers de la vente, hein, puisque comme tu dis, il y a eu avant et après Jésus-Christ, enfin avant et après Covid. Au moment du Covid, il y a eu tous ces phénomènes de prise de parole, de marques personnelles qui se sont créés sur LinkedIn. Et ça, c'est des vrais canaux de vente en fait, hein, désormais. C'est-à-dire que l'influence, c'est de la vente. Hein. Ça, tu en es le témoin, toi. Moi, Hein. moi, c'est 80% de mes nouveaux clients qui arrivent grâce à LinkedIn. Alors, tu dis avec le risque que tu disais tout à l'heure, Ouais, mais je prospecte pas. Jamais je prends mon téléphone en disant, tiens, je vais appeler pendant ouais. 2 heures. Les gens me contactent. Oui, bien sûr. Bah, aujourd'hui, tu as réussi je dirais, imposer et à être ce qu'on appelle, alors j'ai pas l'équivalent en français. Comment on dit top of mind? Que les gens pensent à toi tout, Ouais, euh, je sais pas. En tout cas, t'es incontournable sur le sujet de la vente, du disque même, etc. Et donc, oui, c'est un vrai apprentissage que tu nous donnes. C'est que, à quoi ça sert justement de prendre sa parole, d'instaurer sa marque personnelle, de créer de l'influence. C'est pas de l'influence pour vendre, je sais pas quoi, une crème Tartampion. C'est qu'effectivement, tu es incontournable dans l'esprit des gens sur une thématique ou un sujet. Et on appelle ça d'ailleurs toujours en anglais la technique de l'inbound marketing, c'est-à-dire que c'est pas toi, comme tu dis, qui va téléphoner, qui va prospecter, qui va chasser le client, mais finalement les clients viennent à toi parce qu'ils viennent à toi sur la base de ta réputation, sur la base du contenu que tu produis et qui font qu'ils ont envie de te contacter. c'est ça. Donc ça c'est très chouette. Est-ce que toi tu utilises la recommandation de tes propres clients? Est-ce que tes clients te recommandent à d'autres clients? Oui, alors déjà, je l'utilise de manière écrite sur LinkedIn, puisque je sais pas, j'ai 70 recommandations, je pense. En général, je demande à des DG ou des DIRCO ou des D'accord, départements avec qui j'ai bossé. J'utilise aussi à travers les avis Google, genre 200, je crois que c'est 235 avis Google, donc ça aussi c'est une forme de recommandation, parce que d'accord. je le mets dans mes propals. Dans mes propals, il y a mes avis Google, mais il y a aussi des coordonnées
de clients que les gens peuvent appeler. Donc, ça D'accord, permet de, tu vois, d'accord. de les rassurer. Et après, j'ai évidemment aussi voilà, des clients qui me recommandent auprès de leur réseau. Ouais. Ouais. Mais je me suis laissé dire que c'était compliqué les avis Google là, parce que en fait tu maîtrises pas trop les concurrents indélicats qui vont te mettre des faux avis ou des choses comme ça. Bon après dans la masse, j'imagine que ça, voilà, ça se pondère. Mais je m'étais laissé dire ça que c'était pas tip top Tu as le raison, tu côté fais n'importe qui LinkedIn. pour être. Non, mais t'as raison. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et je veux pas te dire. Ouais, mais Vas-y touche du bois. arrivé. Mais bon, si demain j'en avais un, deux, trois, quatre, cinq, bon, il y en a 235. Alors Ouais, ouais, je suis à 4,9, donc j'ai 4 ou 5. Donc assez facile à mettre en commentaire que voilà. Enfin, ouais, ouais, je suis d'accord. c'est pas très crédible. Tu peux aussi faire envoyer quand même une demande à Google quand vraiment c'est un truc qui est pas justifié et qui a priori vient d'un concurrent. Ça arrive aussi qu'ils les enlèvent et qu'ils se rendent compte que oui, ça peut pas être vrai, tu vois. D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Alors, ce qui est drôle d'ailleurs dans ce que tu dis, c'est que moi, Google, je considérais et je considère que c'était un truc grand public. Et en fait, ça marche pour quelque chose qui est B2B. C'est-à-dire que Bien sûr. c'est ta fiche business, en fait. Tu as créé ta fiche business Google. Ouais. Et sur cette fiche business Google, tout le monde peut aller déposer un avis, en fait. Marqué D'accord. Jean-Pascal Mollet, coach de vente, formation commerciale. Ouais. D'accord, Ouais. OK. Intéressant. Ah bah c'est tiens, tu vois, c'est un truc que dont je me suis pas occupé, mais peut-être je devrais aller jeter un œil. Quoique, faudrait que je fasse gaffe parce que ça se peut, je vais prendre des 4, tu vois, des 4 sur 5 si on si on n'aime pas ce que je fais. T'as raison. Mais c'est intéressant. D'accord. Yes. Non, non, très intéressant ça. Oui, oui, OK. Non, bah, c'est chouette. Donc effectivement, diversification, alors, est-ce que tu dirais d'ailleurs que une des qualités que doit avoir un entrepreneur, c'est moi je dis souvent que c'est l'anticipation. Beaucoup, c'est-à-dire ne pas se retrouver le bec dans l'eau, tu vois, voir venir les choses, notamment hein, la trésorerie, même tous les trucs que t'aimes pas là, tu vois, le besoin en fonds de roulement, la compta, tout ça, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, anticiper ça, avoir la vision, la projection. Mais finalement, toi, tu y ajoutes aussi cette influence là. T'as compris et t'as vu que il y avait effectivement un vrai pouvoir sur cette influence positive. Encore une fois, hein, pas les influenceurs bidons qu'on a pu voir, qui ont eu La quelques télé-réalité, échauffourées. ouais. Voilà, mais c'est le pire de LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, bah, quand tu parles d'une marque, tu mets aussi ta marque personnelle en jeu. Et que Bien si sûr. moi je racontais n'importe quoi ou si je disais effectivement, bah, tu parlais de crypto, investissez dans tel crypto ou tel NFT. Bon, alors ça pourrait marcher, mais ça pourrait aussi totalement taper à Ouais. côté. Donc, en général, quand je parle de quelque chose, c'est que je le connais, c'est qu'on m'a expliqué comment ça fonctionnait, c'est que je l'ai testé. T'en as confiance, bien Avant de sûr, m'en parler. bien sûr. Voilà. Oui, oui, parce que on le répétera jamais assez. Le premier rôle et la première chose qu'il faut réussir à construire dans la vente, c'est la confiance. Donc c'est quand même la pierre angulaire du truc, quoi. Oui. Donc Mm. tout repose là-dessus. Donc effectivement, je ne peux qu'aller dans ton sens sur ces aspects-là. On est d'accord. Bon, Jean-Pascal, tu nous as parlé des livres. D'ailleurs, il y en a un qui est parmi tous ces livres que tu voudrais, qui a marqué ta vie ou pas plus que ça, en fait. Si, alors, Raconte-nous. moi, je pense que le livre qui a peut-être le plus marqué ma vie, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ah yes! Ah ouais, j'adore. Ouais, ouais, très très bon. Voilà, il n'y a pas de grande théorie, il est plein de bon sens. En plus, quand tu lis ça dans le train, bah, t'as des gens qui viennent te voir et qui ont pitié de toi. C'est Et sympa. voilà, ça y est, tu fais des amis. Mais non, je pense que c'est un des livres, oui, qui m'a le plus marqué. Avec bah, les bouquins de Michael Aguilar, parce que bon, voilà, Michael, ça reste pour moi Ouais. une des références en France, en tous les cas, sur les livres sur la vente, Yes. Et notamment. conférencier également sur les métiers de la vente avec ouais, tout à fait. Ouais, Notamment son bouquin qui Yes, s'appelle Vendeur d'élite, hein, où là, il a tourné pendant un an dans plein de boîtes, il a accompagné le meilleur commercial, et du coup, il en a fait un bouquin en mettant les meilleures pratiques des meilleurs commerciaux dans plein d'univers c'est différents. ça. Donc, C'est ça. voilà. Ouais. Donc un vrai ouvrage best-seller tout à fait intéressant. Bah tout ça, tous ces livres-là vont rejoindre la bibliographie de Je ne perds jamais, parce que en fait à chaque fois que j'ai des interviews, on me cite des livres. Donc en fait maintenant j'ai déjà 58 interviews, donc j'ai déjà 58 livres. Tu vois, il faut absolument que
2 Absolument plus que je le mette. combien? Ça t'en fait 5. Voilà, c'est ça. Donc moi, dans ton cas, on va avoir en plus les livres que toi t'as écrits, plus ceux que tu nous as cités. Donc c'est c'est super. Ça va alimenter la bibliographie. Alors j'ai une coutume dans ce podcast quand on est sur la fin, parce que malheureusement il va falloir déjà envisager de se quitter, même si on pourrait parler de la vente pendant des heures. C'est une question pour aller chercher un petit peu j'appelle ça le why, tu sais, le fameux Simon Sinek, le pourquoi tu fais les choses dans la vie. J'ai bien envie de te demander, Jean-Pascal, imaginons que je te donne un chèque en blanc avec donc des moyens financiers illimités. J'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que tu fais avec ça, qu'est-ce que tu fais de ta vie et de celle des autres peut-être, je sais pas d'ailleurs. Il y en a un la dernière fois, il m'a dit qu'il voulait inventer l'énergie illimitée thermonucléaire. Bon, bah, pourquoi pas. Euh, toi, qu'est-ce que tu ferais avec un chèque en blanc? Je te dis pas, j'arrête la faim dans le monde, tu vas trouver que Heu, non, alors je crois que je resterai dans mon domaine, mais tu vois, ça fait partie des questions que tu me posais tout à l'heure. Peut-être que je réfléchirai à comment je peux dupliquer mon domaine et peut-être via, ou une franchise ou un réseau de, coach de vente conseil, tu vois? Avoir plus d'impact à grande échelle, Voilà, en fait, c'est voilà, ça? Ouais, ouais, voilà, ouais. voilà, Oui, donc parce que là, voilà, tu es en indépendance, en autonomie, mais ça, effectivement, tout ce que tu délivres autour de toi, ah bah, ça serait intéressant qu'un plus grand monde encore puisse en bénéficier. Ouais, 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 d'accord. ce Yes. serait ça tout simplement, ouais. Ouais, c'est éducation, transmission Voilà. autour de la vente. Ouais, ouais. Bah, en plus, la vente, on dit pas que c'est le plus vieux métier du monde, la vente? Si, on dit ça, non? Ça No fait partie. Normalement, on parle pas de celui-là, hein, mais Oui, on parce parle que des parce que mine de rien, le choses, troc, tu vois ce que je veux dire? Le troc, la relation, la négociation, en fait, ça a accompagné toutes les époques, tu vois, toutes les évolutions finalement de l'homme au niveau de ses conquêtes. Donc c'est vrai que mais tu vois, il y c'est a créer une école de vente, tu vois? Créer une école de vente aussi, puisque j'en parlais de notre jeunesse, yes, voilà, ouais, mais vraiment qui soit très pragmatique, parce que dans des écoles de vente, il y en a quelques-unes, mais tout compte fait pas tant ouais. que ça. Et voilà, donc ça pourrait être aussi ça. Ah ouais, ça serait intéressant ça. Ah, ça serait chouette une école de la vente. Ouais, 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 tout à fait. D'ailleurs, tu as parlé ta structure. Il me semble que tu as déposé la marque, hein. En fait, la marque coach de vente, elle est déposée, c'est-à-dire que bah, personne peut utiliser coach de vente, puisqu'en plus c'est le nom de ma boîte, coach, enfin c'est mon nom commercial, coach de vente conseil. Donc oui, coach de vente, c'est C'est déposé. ça. Yes. Il me semble que tu as déjà eu d'ailleurs quelques échauffourées parfois autour de ça avec des gens plus ou moins, j'allais dire malhonnêtes. Non, pas malhonnêtes, mais en Non, tout non, cas, j'ai qui pas eu, voilà, non, qui. alors, j'ai pas eu d'échauffourée, c'est que des gens qui disaient coach de vente et juste je leur envoyais un message, mais je pense que c'est des gens qui savaient pas non plus, hein. Donc non, non, c'est pas des échauffourées. En général, quand tu le dis aux gens, les gens disent ah bon, je savais pas, puis voilà, hein. Donc non, non, Yes. ça se passe toujours bien, mais c'est aussi l'intérêt, ça a été l'intérêt de me dire tiens, euh, qu'est-ce que pour le référencement notamment sur Internet, qu'est-ce que les gens pourraient taper sur Internet pour un mec comme moi, bah je suis Hmm. coach, je fais de la vente, bah coach de vente, et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans que je paye 1 euro de SEO, tu tapes Oui. coach et vente bah, partout en France et peut-être même ailleurs. Bah, le premier site non sponsorisé qui va arriver, c'est coach Qui de vente. ressort, c'est toi. Ouais, ouais, tout à fait. Yes. Intéressant. C'est une réflexion d'entrepreneur. Des fois, quand les gens se disent, tiens, c'est le nom de ma boîte, ça va être mon nom à moi, Ouais, ouais. ou un nom qui veut rien dire, bah, essayez déjà de prendre des mots-clés dans votre nom d'entreprise que pourraient taper les gens dans Google et ça peut déjà bah, vous amener du référencement naturel. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est tout un. Cette marque, d'ailleurs, un dépôt de marque se fonctionne par classe d'activité. Toi, Oui, tu l'as mis comme ça dans des classes qui sont liées à justement peut-être livres, médias, non, communication, ce genre de choses. elle est pas déposée dans tout, mais bon, notamment dans, alors j'ai plus la classe en tête, je crois que de mémoire c'est la 42, mais formation, éducation, etc. Enfin, Voilà, c'est ça, bien sûr. voilà. Ouais, Enfin, je l'ai mis dans 2 classes, mais d'accord. Yes. bon. Moi, j'ai déposé Je ne perds jamais. Voilà, bon, normalement, c'est pas moi, c'est Nelson Mandela, mais bon, c'est pas grave. J'ai déposé dans des classes et comme tu dis, dans des classes d'activités qui sont justement le média, formation, éducation, trucs digitaux, etc. Puisque évidemment, c'est là-dessus qu'on est en train de s'exprimer. Yes. Bon.
Ah bah, écoute, génial. Jean-Pascal, on a passé un moment en repassant en revue ton parcours voilà, qui est extrêmement intéressant. On va aller se plonger dans tes ouvrages et approfondir, continuer à te suivre et s'abonner encore plus. Il n'y a pas de limite d'ailleurs aux abonnements. On peut continuer à s'abonner là sur LinkedIn. Non, alors oui, c'est ça qui était aussi un déclencheur dans mon activité, hein, c'est que tu sais ou pas hein, que on a le droit à 30 000 contacts de niveau 1, hein, donc des gens à Ah, qui on d'accord. va envoyer une invitation et qui vont accepter. Hein, c'est ça où il est marqué premier quand tu vas sur un Ok, des gens qui ont je accepté comprends. mon invitation, moi j'ai accepté la leur, mais une fois que tu es passé à 30 000, les gens peuvent juste suivre ton Tu, profil. d'accord. Et tu verras qu'il y a pas mal de gens qui plafonnent à 30 000 parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont un peu automatiser leurs demandes, qui ont fait ça à un moment donné, mais bon, après tu peux plus. Et c'était moi ce qui m'était arrivé, alors c'était en 2019, je m'étais dit, bah tiens, ça y est, je suis aux 30 000. C'était en juillet 2019. D'accord. Le seul moyen maintenant d'augmenter ma Hmm. visibilité et le nombre d'abonnés, bah, c'est par le contenu. Sinon, Ouais, c'est ça, comme c'est t'as pas ça. une connexion en échange, parce que souvent les gens Ouais, aiment bien avoir voilà, un réseau important, bah, ouais. tu peux juste Ouais, suivre. Et t'étais, effectivement, là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour suivre quelqu'un. d'accord. Est-ce que toi, tu as eu, t'as peut-être pas le temps d'ailleurs, mais est-ce que tu as des velléités par exemple, de produire, de monter une newsletter coach de vente ou t'en Alors, as une? T'en as une? non, non, c'est pas ça, c'est que je suis dans ton mauvais exemple. C'est que ma seule newsletter, c'est la newsletter de LinkedIn où j'ai Ah, t'en as une. T'en as une sur LinkedIn. Ah bah super. Ouais. 48 000 abonnés. Euh, Waouh. euh, Ah waouh, génial. C'est bien, mais c'est risqué. Et c'est bien, mais c'est risqué. voilà. Ouais, donc, Pas de newsletter autre et alors oui, j'ai un CRM, mais j'ai pas, on peut pas dire que j'ai une base de données vraiment en tant que telle. je Voilà. comprends. Bon, en même temps, je comprends ta logique, c'est-à-dire que tu es donc encore une fois à ce qu'on appelle avec un nombre important de followers, d'abonnés sur LinkedIn, 134 000, et puis j'imagine pour aussi de la facilité pour toi, cette audience, elle était sur LinkedIn. L'outil de newsletter de LinkedIn, il marche très bien, hein, pour rien te cacher. Moi, j'ai aussi une newsletter sur LinkedIn avec l'outil LinkedIn. Alors, j'en suis à très peu, hein, j'ai à 2500 personnes, mais mine de rien, ça marche très bien. Donc oui, je suis d'accord. Après, voilà, il faut savoir mesurer cette notion de risque, de se dire bon, si un jour je fais voilà un dérapage et que je me fais Ouais, voilà bloquer, bannir ou quoi que ce soit, bon bah potentiellement oui, je perds mon lien avec ma communauté, mon audience, notamment côté newsletter. Voilà. mais bon, Euh, quand tu veux tout faire et entre guillemets tout oui, maîtriser, tu fais rien. non, mais tu peux pas tout faire non plus. Tu vois, donc ça, Ouais, comme tu as dit, c'est simple, c'était facile pour moi oui, oui. Et et puis en plus, tu écris des articles directement sur LinkedIn. Et en fait, LinkedIn envoie la newsletter en question à la fois en notification sur le profil LinkedIn et en fait l'envoie également sous forme d'un vrai email. Hein. c'est ça. Hein. Les gens doivent le savoir, hein, parce que je te dis, moi je le sais comme je fais comme toi. On reçoit bien un email pour de vrai. Avec la plateforme LinkedIn. Donc voilà. Donc toi, tu ne connais malheureusement pas la fameuse base email des 48 000, euh, Ah non. mais ils reçoivent quand même pour de vrai un vrai email avec ton article. Voilà. Donc ça c'est bien. D'ailleurs, je crois que je me suis abonné parce que justement, je voulais voir ce que tu écrivais Pas sur très les régulier. différents. Hein, je suis pas très régulier. Ouais. Voilà, c'est vraiment, il faut qu'il se passe quelque chose ou des fois, je fais un best-of de mes posts. Tu vois. Ouais. Ça, je fais ça D'accord. simple aussi et Ouais. il y a des gens forcément qui passent à travers. Euh, Yes. Quels sont, avant de se quitter, est-ce que tu as un plan d'action, tu sais, un plan d'action commercial pour les prochaines semaines ou prochains mois? Comme ça, t'as des projets. Tu veux écrire un autre livre peut-être? Non, peut-être t'as pas le temps. Non, alors non, non. Alors pour les livres, pour l'instant, non, j'ai pas de projet là. Et mon autre projet maintenant, et je travaille dessus, d'avoir une formation en vidéo Ah ouais, superbe. Hmm, destinée au B2C, aux particuliers, parce que j'ai régulièrement des demandes de gens. Est-ce que vous faites pas... Et moi, j'interviens qu'en intra-entreprise. d'accord. Donc, du coup, c'est Ouais. pour donner l'opportunité aux gens qui veulent avancer sur la vente. Donc, il y aura le disque, il y aura la vente, il y aura la négo, il y aura la prospection, il y aura le LinkedIn. D'accord. Ouais. Vraiment quelque chose qui soit très complet. Mais ça demande pas mal de temps. Mais je suis sur le sujet en ce moment et donc c'est mon sujet du moment. C'est ton Voilà. sujet du moment, sujet du travail, et tu vas organiser tout ça, bah, c'est super. Et plutôt une approche tout le monde qui a envie de découvrir la vente ou de se former à la vente. D'accord. Ah, Ouais, mais après, génial. oui, ça va être ouvert à tout le monde. Donc, c'est, Bah, ouais. super.
Bon bah écoute, bon courage parce que c'est un gros chantier. Voilà, gros chantier. Donc si t'es dessus, écoute, on a hâte de voir sortir ça. Au moment où t'es prêt, où tu lances là, et ben écoute, reviens nous faire nous présenter ça sur le podcast, puisque Avec tous plaisir. les invités qui viennent sur Je ne perds jamais ont un pass à vie. Tu peux revenir quand tu veux nous raconter ton actualité. Donc écoute, avec grand plaisir, on fera le match retour de Jean-Pascal Mollet sur Je ne perds jamais. Merci Jean-Pascal, j'ai passé un super moment. Avant de se quitter, est-ce que peut-être tu aurais une recommandation à me faire, un invité que tu voudrais que je reçoive ici, soit quelqu'un que tu connais, soit quelqu'un que j'irais chasser, voilà, pour le faire venir. Est-ce que tu as Écoute, une... tout à l'heure, je t'en ai parlé, et pour moi, c'est la référence de ce métier. Hein. Si tu avais Michael Aguilar, je pense que... Michael, yes, ça serait génial, ça serait d'enfer. Alors j'ai déjà en fait fait quelques tentatives. Il en donne très peu, clairement. Voilà, de par son métier Normalement, de. il n'en donne pas. Hein. Normalement, il n'en donne pas. Ouais, c'est ça. Il fait son Mm, podcast, il a sa chaîne YouTube, et il reste c'est là-dessus. Et ça. voilà, c'est son fonctionnement. C'est ce qui m'a répondu et c'est tout à fait louable hein, d'ailleurs. Hein, il m'a expliqué ça très gentiment. Il m'a dit voilà, c'est clair que mon contenu je le distribue moi-même sur ma chaîne YouTube, etc. Mais bon, tu sais, on est des vendeurs, Pascal, Jean-Pascal, on lâche rien. Donc je vais recommencer. Je vais je, Oui, je vais, je Jean-Pascal vais- t'a dit que... voilà, parce qu'on Ouais, connaît. ça serait pas mal. Non, ça serait génial d'avoir Michael. Ça serait top. Merci en tout cas, Jean-Pascal. J'ai passé un énorme moment avec toi. Écoute, on va te suivre. Moi, je vais mettre donc toutes les notes et notamment tes 3 livres. Et puis on va te suivre sur LinkedIn. Encore une fois, tu es une légende de la vente, de la négociation et de tout ce qui touche au disque. Super méthode pour savoir comment bien dialoguer et avoir des relations je dirais efficaces avec tout le monde d'ailleurs, pas nécessairement que dans un cadre de la vente, hein, ça peut être utile à tout point de vue. Donc bien gérer les émotions, bien gérer les couleurs et ça nous permet de pouvoir bien se positionner. Merci encore, à très bientôt sur les réseaux. Et puis je te dis, on attend avec impatience ton lancement de ta future formation. Tu seras au courant, tu seras au courant. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.